Bien le bonjour, chers amis. J'espère que vous allez bien. Ici votre docteur Fridoulinet Lambert. Et bienvenue à la prescription. Aujourd'hui, un gros épisode. En fait, c'est un épisode doublé. Deux invités. Tout d'abord, il y aura la comédienne Sarah-Anne Parent. Et ensuite, il y aura l'altiste Benjamin Rota, que je voulais absolument inviter maintenant parce qu'il voulait nous parler d'événements, de concerts qui vont se dérouler sous peu. Et c'est concernant l'alto, mon instrument de prédilection. Alors, on a voulu créer cet événement-là afin que vous puissiez avoir accès à ces informations pertinentes. Dans le cas de la comédienne Sarah-Anne Parent, on s'est vu cet été qu'on a enregistré cet épisode, et il y a de ces gens qu'on voit pas assez souvent. Elle en fait partie. On a nos activités chacun. On a eu la chance de se croiser plusieurs fois, et c'est toujours un plaisir. Il y a des gens avec qui c'est extrêmement facile de discuter de quoi que ce soit. Ben, dès la première minute qu'on s'est rencontrés, ben, c'était comme ça. Alors, je suis content de vous partager ce petit moment qu'on a eu, à prendre des nouvelles de chacun de l'autre, mais aussi à partager les hauts, les bas, mais aussi des découvertes artistiques récentes et tout ça. Alors, tout d'abord, voici la comédienne Sarah-Anne Parent. Comédienne de formation, diplômée du Cégep de Saint-Hyacinthe depuis 2014, Sarah-Anne a toujours été passionnée par les arts. Depuis sa graduation, on a pu la voir dans de nombreux projets télévisés, tels que Mégantic, Stat, Les Chevaliers de la Lumière, L'Âge adulte, Les Cavaliers, Hubert et Fally et Unité 9. Au théâtre, on a pu la voir dans Carrefour du Peuple, qui est dirigé par Guillaume Lambert et avec François Pérusse, Quatre filles de Louis-Carl Tremblay et aussi de On t'aime, Michael Gouin. Et si vous êtes des amis du cinéma, vous l'avez vu dans Mon Boy et Chasse-Galerie. Parallèlement à sa profession de jeu dramatique, Sarah-Anne a toujours été intéressée par l'écriture et la création de projets. En 2021, elle termine sa formation à l'INIS en écriture de long métrage. La conceptualisation d'œuvres originales est devenue complémentaire à ses activités d'interprétation. Voici ma conversation avec la comédienne Sarah-Anne Parent. Allô? Ça va? Ça va? Ouais, ça fait longtemps. Maison? Bienvenue à la maison, bienvenue chez nous. C'est pas la fois que tu viens, hein? Ouais. Ouais. C'est ça. C'est petit, Mais non. c'est tout en même temps. Je viens de me faire applaudir par un inconnu pour un parking en parallèle. Tu viens de te faire applaudir là. Il a genre baissé sa fenêtre et il a fait. Comment tu te sens face à ça? Ben, j'étais quand même fière. Tu as fait un tour de ça, ou je veux dire, est-ce que justement c'est pas très patriarcal d'applaudir quelqu'un qui fait un beau parallèle? Ben, c'était un couple. Fait que je me sentais comme... Tu te sentais incluse. Une nouvelle famille? Ouais. Ah! Ben cool. Pour vrai, ça fait longtemps que tu conduis? Depuis que j'ai 16 ans. OK, t'es comme, ouais. Mais tu viens pas de campagne. Non, mais je viens de la Rive-Sud où il n'y avait pas beaucoup de boss. OK, bon, t'avais pas le choix vraiment de te lancer dans le permis. Moi aussi, c'est ça, c'était jeune. Mais après, il fallait que tu aies la permission de tes parents pour emprunter la voiture. Oui, exactement. Puis tout ça. Hey, ça fait bien trop longtemps. Je suis trop contente. Ben ouais. C'est fun. Mais ça, écoute, la dernière fois, je pense qu'on s'est vu, c'était au camp musical Palénisé. Et c'est peut-être il y a 2 ans, je pense, peut-être 3. Puis là, j'y retourne. Ah oui, non, mais c'était avant la pandémie, je pense. Non, ou pendant? Ouais. Quelque chose dans ces temps-là. Ouais. Ben parce que ton chum faisait plein de tournées de théâtre. C'est ça. Dans ce temps-là. Puis là, moi, j'y vais tantôt. Tu t'en vas au camp? Là, tout après. Tu t'en vas au camp pour 2 dire semaines? Coucou. Ah, juste dire salut? Ouais. Aïe, OK. Ouais. Mais là, moi, j'y vais demain. C'est le fun. T'as hâte? Ben oui, j'ai hâte.
C'est sûr. Là, il faut quand même l'expliquer un peu parce que les gens peuvent pas comprendre vraiment. Tout comme on est unis par les liens sacrés du camp musical Père Lindsay, camp musical de Lanaudière, qui s'était nommé longtemps. C'était rebaptisé comme ça pour rendre hommage au Père Lindsay, qui est fondateur de ce camp-là, qui est un camp musical. Oui, c'est un camp musical, mais c'est plus gros que ça, en fait. Moi, je trouve que c'est vraiment un camp d'artistes, là. C'est vraiment, ça ouvre. Oui, la musique est un prétexte. Mm-hmm. Puis il y a de la musique, mais il y a pas juste ça. En fait, il y a un contexte musical dans lequel les enfants du bataillon, ils ont de la chorale. Ils commencent la journée avec ça. Ensuite, ils vont pratiquer leur instrument, mais après, il y a des fois, où il y a de l'orchestre. Ils vont étudier un opéra. À la fin des 2 semaines, les jeunes connaissent un opéra. Ils peuvent même chanter un air qu'ils vont apprendre. Oui. Des cours de danse. De la danse, du théâtre, maintenant art plastique même. Ouais, art plastique. Ouais. Et là, c'est pas juste des nerds d'artistes. Le soir, il y a du sport. Ben oui, c'est ça. Il y a un lac. C'est une espèce d'endroit magique dans lequel moi j'ai grandi. Moi, j'ai commencé à 8 ans. Même chose. C'est ça. Et j'ai jamais arrêté d'y aller. J'étais cuisinier. Puis là, je suis professeur. Toi, t'enseignes aussi. J'ai enseigné le théâtre un peu. Là, cette année, malheureusement, je peux pas. Non, t'es occupé. La vie. Ouais, la vie. Mais je vais y retourner, c'est sûr. Mais ouais, mais regarde, tu y vas juste pour dire coucou. Coucou. Puis y a-tu une cool gang qui est là en ce moment? Oui, c'est ça. Il y a plein d'amis. OK. Mais tu sais que moi, j'ai même failli arrêter la musique puis j'ai continué juste à cause du camp. Comme beaucoup de jeunes. C'est fou quand même. Non. Puis tu sais, beaucoup de jeunes font ça, puis que ça devient un peu l'échange avec les parents. Les parents font, écoute, tu vas aller au camp, ouais, parfait, mais il faut que tu pratiques. Ouais. Puis c'est un peu, puis là, bon, souvent il y en a qui vont pratiquer, mais on le voit parce que tu sais, quand t'enseignes là, il y a des jeunes, mettons, qui sont plus vieux, puis là tu fais, ouais, c'est pas vraiment supposé d'être à ce niveau-là si ça fait si longtemps, mais en même temps, c'est des jeunes qui sont juste contents d'être là, tu sais. Mais c'est ça, puis c'est les amis, c'est comme... La gang. C'est tout. Dans la nature, pas d'Internet qui rentre. Pas d'Internet. Ça, c'est 2 semaines, pas d'Internet, les jeunes pensent pas à ça. C'est quand ils sont super gros dans le moment présent, mais en fait, c'est parce que tu recrées un village, parce que t'es dans un village. Il y a comme tous les chalets, il y a une espèce de grosse chapelle qui devient une espèce de terrain, de lieu de rencontre. Ouais. Il y a la cafétéria, il y a comme tout d'un coup, c'est drôle parce que quand tu vas au camp, puis mon souvenir quand j'étais jeune, c'est que les parents sont pas là, évidemment. Puis là, tu deviens un peu plus adulte, même si tout ça est surveillé, là, tu sais. Mais t'as un sens de responsabilité qui se crée pour un court temps, puis là, tu te fais tes opinions, t'écoutes des trucs, tu rencontres du monde de différents horizons, puis tu reviens super gros nourri de cette expérience-là. Oui. Puis tu sais, c'est fou aussi musicalement, mettons, en 2 semaines, tu montes une pièce. Moi, je m'améliorais tellement au camp. Ben oui, puis tu sais, sans pratiquer tant que ça, parce que tu pratiquais régulièrement tous les jours, ton petit une demi-heure, t'avais ton cours avec ton professeur. Tu sais, c'était régulier. Puis le fait que tout le monde le fasse, tout le monde était obligé de monter une pièce pour jouer à la fin à ce qu'on appelle un marathon. Est-ce que là, l'avant-dernière journée, tout le monde doit jouer sa pièce, puis après, c'est un gros party. Donc, un beach party avec la musique, tout ça. C'est vraiment magique. C'est vraiment un endroit particulier. Puis moi, c'est certain que je suis super content d'y retourner parce que, bon, mes filles le connaissent maintenant le camp. Là, ils sont pas campeurs. Là, ils ont 8 et 5. Mais ils aiment l'environnement. Ils aiment cet endroit-là. Puis c'est comme un petit moment avant que l'école recommence. Bon, c'est bien excitant. Ceux qui sont pas allés, ils manquent de quoi? Qu'est-ce que tu veux? C'est difficile à comprendre. Puis même, je me souviens qu'on avait, toi puis moi, je pense qu'on avait jasé l'idée de faire un film là-dessus. Ouais. Puis ça devrait être encore fait parce que le lieu de tournage est là, il est disponible. Et c'est magnifique. Et c'est beau. Et tu t'installes là, puis tu sais, tu peux prendre tout le monde peut être logé à cet endroit-là. C'est ça qui est, c'est formidable. Tout est là pour faire un film. Ça serait facile de faire un film, mais l'idée est là. Peut-être je devrais pas dire le micro. En tout cas, je lance une idée de même, mais on verra. Sinon, toi, qu'est-ce qui se passe cette année-ci? Tu fais quoi là? Ben là, je viens de finir un show à Juste pour rire. Oui, oui, que j'ai pas pu venir voir, mais tu sais que j'ai vu ça circuler beaucoup, qui était une espèce de mise en scène de François Pérusse, de sketch de François Pérusse. Ben, dans le fond, lui, il a comme fait un tape de genre une vingtaine de minutes de tous ses meilleurs moments, selon lui. OK. Puis, il a fait une histoire là-dedans. Fait que l'histoire, c'était Bob Hartley, qui est comme un de ses personnages. Qui est un de ses personnages classiques. Voilà, qui met en scène une troupe d'acteurs amateurs qui font comme les sketchs. Fait que c'est un peu méta. Ouais, c'est méta. C'est ça. Puis là, fait que nous, on faisait du lip-sync sur ces bonhommes. OK.
Puis c'était mis en scène par Guillaume Lambert. Mais c'est vraiment... On dirait que le faire méta, j'aurais pensé que ça vient de Guillaume Lambert. Non, ça vient de François Pérusse. Vraiment François Pérusse, c'est lui qui a pensé au concept de cette histoire-là. Oui, Guillaume Lambert, il a comme script édité un peu, dans le fond, le tape. Il a aidé à... Il a dirigé le truc un peu. C'est ça. Mais sinon, c'est vraiment François. OK. Puis c'était tellement le fun. Il était tellement ému. OK. C'était vraiment cute, comme parce que lui, toute sa vie, il a été tout seul là, derrière un micro. Moi, la première fois, la seule fois, en fait, je devrais dire, que je l'ai rencontré, c'était justement à Catherine Perrin. Il était venu passer 1 heure un vendredi, parce qu'on devait toujours l'inviter pour la table ronde, puis il était venu. Puis tu sais, ça, c'est vraiment la seule... Je pense en 10 ans de radio à Radio-Canada, c'était la fois que j'étais le plus énervé de rencontrer quelqu'un. C'était François Pérusse. C'est comme une espèce d'idole. Mon premier CD... CD acheté que j'ai acheté avec mes sous, c'était un CD, c'était l'album du Peuple Tombeur, tu sais. Parce que c'était vraiment, puis je continue à l'écouter tout le temps. Ouais. Les jeunes générations l'écoutent, les plus vieux l'écoutent. Il est comme ça touche tout le monde. Il est un symbole, tu sais. C'est un symbole puis il fait quelque chose qui est super unique. Par contre, il est venu parler autour de ça, puis justement, puis ça m'avait comme un peu pas traumatisé, mais il avait dit comment elle a dit ça, Catherine? Elle avait demandé à toi, France, puis elle puis François, ils sont allés à l'école, au conservatoire ensemble. En tout cas, ils se connaissent. Okay. C'est super naturel comme conversation. Ce qui était une drôle de rencontre, connaissant, ben pas, je juge pas Catherine, mais tu sais, Catherine, son background, François Pérusse. Ouais, c'est deux entités différentes, puis il lui avait dit, elle dit, c'est quoi ça va de quoi ta mort idéale? Il dit, moi, ma mort idéale, c'est qu'on me retrouve derrière ma console, alors que j'étais en train de bisouner un autre sketch. Tu sais, il dit, moi, je suis bien là-dedans. Je suis tout seul. Puis donc, ouais, il est un peu loner quelque part, mais c'est sûr que de le voir quelque chose d'incarné, puis là, il devait beaucoup avoir d'argent parce que c'était gratuit. Là. Ah, c'était plein. On le faisait 3 fois par soir. C'était plein à craquer à chaque fois. Ah, ouais. Ouais, vraiment. Puis les gens venaient nous parler après. C'était quelle scène encore? C'était comme sur l'esplanade de la Place des Arts. Ouais, donc les gens pouvaient s'asseoir dans les marches. Non, c'était vraiment en haut. Ils ont fait, en fait, un genre de carrefour du peuple. OK. Là, c'était comme, il y avait le snack bar chez Raymond. OK, ils ont tout reproduit ça. Un affaire de même, un karaoké, tout ça. Puis là, après chaque show, les gens venaient nous parler. « Oh mon Dieu, c'est mon enfance. » Et le monde pleurait des fois. C'était comme vraiment intense. Ouais. Comme les gens étaient vraiment fans. Pour de l'humour, tu sais. Ouais, exact. Puis c'est comme si ça a touché, comme tu dis, toutes sortes de générations. Vraiment. Vraiment. Puis c'est un... puis je suis pas surpris qu'il était sensible à ça. C'est un super musicien, hein. Lui, c'est un musicien bassiste. Son fils qui s'appelle Jaco, en hommage de Jaco Pastorius, bassiste. Donc, c'est dire que... Non, c'est un gars vraiment intéressant. Puis ça, c'est ton dernier, tu faisais ça cet été? Ouais, j'ai fini ça il y a quelques jours. Là. OK. Ouais. Cool. C'était très le fun. Puis maintenant, qu'est-ce qui s'enligne pour toi? Est-ce que c'est le même monde redoutable des auditions et des... Ben oui, clairement. Là, j'ai comme une job pas de comédienne en ce moment. Je fais du coaching d'acteurs sur une série. OK. Ouais. C'est-tu le fun? C'est vraiment le fun. J'ai fait ça l'année passée. Ça s'appelle Le Premier Trio. C'est une série de hockey. OK. Puis dans le fond, c'est parce que je connaissais les réals, fait qu'ils m'ont dit, ça te tente-tu de venir aider les jeunes à comme... Ah, OK. Donc, c'est une série avec des jeunes. C'est ça. Ils ont comme autour de 16 ans, mettons. OK. Puis vu qu'ils sont beaucoup, puis il y en a plein que c'est leur première expérience de caméra, wow. Je suis comme devenue coach de jeu, d'acteur. Avec des jeunes. Avec des jeunes. Puis là, je fais ça, j'ai recommencé ça. Puis je me split la tâche avec un autre coach. OK. Fait comme ça, je peux faire d'autres affaires aussi. De ça donne un peu d'argent de fonds pour que tu mets de côté, puis parallèlement, ben là, tu continues à faire exact. Le reste. As-tu du théâtre un peu en perspective ou pas trop? Non, mais c'est comme une année, pour ma part, un peu morte. C'est vraiment genre... Ouais. Ben en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça en ce moment. Là, il y a moins de tournage à cause de la pandémie aussi. On subit les contre-coups de tout ça. Il y avait des projets qui étaient retardés, je présume que là, maintenant, sont sur les planches, puis là, pendant ce temps-là, il y avait pas de développement. Exact, on est comme été vraiment dans le jus, mettons, 2022-2023, parce qu'on... 2021-2022, pardon. On rattrapait ces affaires-là. Oui. Puis il y avait des sous aussi pour ça, pour financer des nouveaux projets, tout ça. Puis là, en ce moment, c'est un peu... Même les gens qui travaillent derrière la caméra sont comme... Hey, il se passe rien en ce moment. C'est vraiment spécial, ouais. OK. Mais je sais que j'ai remarqué tantôt, je regardais tous tes trucs que t'as fait, puis tu t'es mis au doublage. Ça, c'est nouveau aussi, parce que j'avais pas remarqué que tu faisais ça. Ça fait comme
Un petit bout maintenant? 6 ans, là. OK, genre, ouais. OK. Ouais. Ça, c'est le fun, ça aussi. Ouais. Ben ça, c'est pas devant la caméra, mais c'est très le fun quand même. Non, mais c'est aussi le métier de comédien, là. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, comédien, il faut que tu fasses, comme musicien, il faut que tu fasses un paquet d'affaires. Il y a quelques comédiens qui vont juste jouer. Ouais. Puis même là, on dirait que même ces comédiens-là, ceux qui se mettent à juste jouer, à un moment donné, ils se tendent, puis ils se mettent à écrire, puis ils se mettent à, ça fait un peu partie de ça. Je pense que pour la créativité, comme il y a quelque chose de tough d'être tout le temps juste, à la merci des projets des autres, là, disons. Ouais. Tu sais que, surtout en télé, mettons, il y a de moins en moins de temps, là, on le sait, les plateaux, ça va vite. Ouais. Fait qu'être créatif là-dedans, des fois, c'est difficile de trouver ton... Mais oui, mais ça m'a fait capoter, ça, d'ailleurs, quand t'étais venu au camp, là, tu te préparais pour, c'était quoi dans ce temps-là? Je pense que c'était District, je faisais un petit truc là-dedans, ouais. District, puis tu m'avais un peu expliqué comment ça marche. Ouais. Puis c'est une take, là. Ouais. Idéalement, là. Ouais, Deux, s'il y avait un petit problème technique, puis il faut que tu sois... Ça, c'est... Ouais, bienvenue de la créativité là-dedans. Ben, c'est ça, c'est qu'il faut que tu le fasses en amont, quasiment. L'autre fois, d'ailleurs, je parlais à quelqu'un, puis j'oubliais, c'était quoi? T'avais une app pour apprendre tes répliques. Oui. Comment ça s'appelle, donc? Line Learner. Line Learner. Puis ça, c'était quoi quand tu rentres les lignes? Tu rentres, en fait, toutes les lignes de tout le monde. Tu les enregistres. Ouais, les tiennes et pas les tiennes. OK. Puis après ça, tu peux décider, mettons, si tu fais juste faire l'autre qui parle. Puis là, ça laisse un petit trou pour que toi, tu parles. OK. En tout cas, c'est super bien organisé, là. Ça aide vraiment à apprendre des textes. C'est cool, c'est top, ouais. Puis comme ça, puis c'est ça, t'as pas besoin d'appeler tout le temps quelqu'un. Peux-tu venir faire des textes avec moi? Même des fois, quand t'es un peu, dernière minute pour un self-tape, ça m'est arrivé de faire des self-tapes avec moi-même. Ah ouais? Puis tu peux envoyer ça, d'autres bizarre un peu? Pas l'idéal, vraiment pas l'idéal, là. Non. Puis les gens écoutent encore des tapes? Ah mon Dieu. Oui. Avant tout, là. Ah, les self-tapes, c'est rendu un truc, ben justement, encore une fois, merci la pandémie. Ouais. Je pense, la plupart des acteurs, on est plus ou moins fans de ça, mais je comprends pourquoi ils le font. Ça sauve du temps, ça sauve de l'argent. Mais qu'est-ce que c'est? OK. Mais en même temps, c'est tellement difficile parce que moi, il me semble, si j'étais réel puis je vois un tape, justement, de toi, mettons. Ouais. Puis là, puis je fais, c'est super bon. Ouais. J'aurais été curieux de voir si ça peut me le faire un peu. Donner un petit 10% de plus ça, mais tu peux pas le tester. Je sais, moi, c'est fou, ça. Moi, ça me dérange parce que je préfère la rencontre, là, avant tout. La rencontre, puis voir si t'es capable de te diriger, puis que la chimie passe super bien là-dessus. Ouais. Bon, là, tu coupes. Probablement qu'il y a des gens qui ont déjà coupé des gens qui auraient été bien meilleurs que ceux qui ont choisi. Ouais. Étrangement. Oui, mais des fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils font, mettons, un premier round de self-tape, puis après, ils font un deuxième round en vrai. OK. Des fois. Mais tu sais. Mais ça dépend des projets. C'est ça. Puis mettons, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie 3 takes de self-tape. Comme ça, je suis sûre que ça couvre. Je me dis, j'essaie 3 affaires différentes. Ouais, comme ça, ils se disent... C'est ça que les gens font aussi en général? Je pense que oui. Mais c'est plate parce que, comme tu dis, c'est un peu... tu t'essayes quelque chose, mais tu sais même pas si c'est vraiment ça qu'on recherche. Écoute, une affaire drôle. Tu connais-tu Annie Saint-Pierre? Réalisatrice? De nom, oui. OK. Puis, réalisatrice, ça fait... Mais vraiment, elle a tous les chapeaux dans le milieu du cinéma. Une fois, elle m'avait appelé, puis elle me dit « Hey, t'es-tu capable de jouer? » Moi, j'étais je sais pas trop. J'ai dit si le personnage me ressemble beaucoup, oui, tu sais. Elle dit c'était le film de Monia Chokri qui va sortir, là. C'est quoi le film? Simple comme Sylvain. Puis c'était pour le rôle de Sylvain. Ah, ouais. OK. Puis là, j'étais Puis là, elle m'a envoyé, elle dit, il faudrait que, tu sais, elle dit, garde, si tu peux, essaie de lire ça. Non. Mais finalement, je lisais le texte, puis évidemment, je suis pas comédien. Je comprenais pas super bien les intentions. Je comprenais pas très bien le personnage. Puis j'ai fait, non. Finalement, je l'ai pas fait. Puis là, je regarde la bande-annonce. J'aurais été cœur. Non, c'est pas vrai. Un gars de région. C'est ça. Non, mais le gars, il est super bon, puis le film a l'air le fun, là. C'est pas ça, mais, tu sais, je repensais, mettons, à des comédiens qui reçoivent ça. T'as juste un peu comme la ligne générale du film, t'as ce texte-là, t'as ce personnage. C'est compliqué. Faut se parler, là. C'est tellement plate de faire ça tout seul chez vous. C'est pas pour ça qu'on fait ce métier-là non plus. Mais faut que tu t'inventes un monde puis que tu t'y accroches puis que tu y crois, parce que sinon, ça paraît. Puis je suis dans mon salon. Tu sais, je veux dire, j'y crois pas pantoute dans mon salon. Non, c'est ça, je sais pas trop. Mais là, mais je sais que toi, tu t'es mis à l'écriture quand même beaucoup. Au moins, tu t'es mis à étudier. Oui, exact. Mais ça, c'est la partie que je connais pas de toi.
Ouais. Parce qu'on l'a commencé, je pense que c'est ça. Quand t'as commencé ça, l'on venait de se débailler du camp musical. Donc, raconte-moi qu'est-ce qui t'a amené à aller à l'INIS. C'est quoi l'INIS? Ça veut dire quoi, les lettres? C'est l'Institut national de l'image et du son. OK. Ce qui est une école... tu sais, j'entends bien des gens, des scénaristes qui sont allés là, j'entends aussi des réals. Il y a plein de... Donc, c'est une école indépendante, pas universitaire, c'est un programme privé dans lequel... c'est tout ce qui est rapport justement à l'image par rapport au cinéma et la télévision, ça se déroule là. C'est ça? Mais il y a plein de formations ailleurs aussi, mais oui, c'est quand même il y a beaucoup de gens qui sont passés par là. C'est une formation, moi ce que j'ai fait, c'est une formation d'1 an qui était écriture de long métrage. Fait que j'ai comme soumis une idée de film. Puis pendant 1 an, j'avais un mentor qui m'aidait à développer cette affaire-là, tu sais, qui me supervisait dans l'écriture. Pour que à la fin de l'année, tu avais un scénario complet. Ouais. Exact. C'était qui ton mentor? Moi, c'était Marc Bisaillon. Je connais pas. Il a fait 3 films. L'amour, la vérité et un autre, je m'excuse Marc, je me rappelle pas. Ouais, c'est correct. Regarde, c'est pas, on peut pas tout savoir. Mais bref, il t'a dirigé dans ton projet. Ouais, plus des cours aussi, de temps en temps. OK. En fait, c'est comme parfait comme programme parce que malheureusement, je pense qu'il existe plus déjà. Mais ouais. Mais il y en a plein d'autres. Mais celui-là, ce qui était le fun, c'est que c'était sur 1 an, mais à temps partiel. OK. Fait que c'est ça. Ça, c'était pas trop prenant, mais cela dit, j'écrivais chez nous tout le temps. Fait que finalement, c'était quand même très prenant. Mais bref, ça pour dire que on a des cours aussi qui nous enseignent, mettons, la structure, les personnages, juste la créativité en général. OK. Toutes sortes de cours. C'est vraiment le fun. Puis il y a des cours aussi pour ceux qui veulent devenir réalisateurs, DOP. Il y a vraiment, ça touche à tous ces métiers-là. Wow. Ouais, fait que voilà, j'ai fait ça, puis depuis... T'as écrit un film? J'ai écrit un long que je sais pas si... Peux-tu me le pitcher? Oh mon Dieu, non, pas ça-là. Non? Pourquoi t'as déjà dit ça? C'était vraiment comme... Je me prenais pour quelqu'un, là, je pense. C'était comme une affaire de style, là. OK, mettons la phrase pitch. Oui, la phrase. Oui, c'est ça, on va pas dans le détail. OK, parfait. Tu me fais la phrase pitch. C'était une fille qui, à force d'être là comme pour les autres, elle finissait par disparaître, comme par s'oublier. Okay. Mais elle disparaissait concrètement. Physiquement? Ouais. Comme elle devenait invisible. Ouais. Comme les gens se mettaient à l'ignorer, c'est comme si elle existait plus. Puis elle se faisait comme un peu voler sa place. C'était genre une affaire un peu... Méta aussi? Ouais, je me prenais pour David Lynch, dans le fond. C'est ça que je faisais. OK. Donc, t'as essayé ça. Ouais. Puis là, à l'école, on t'apprend genre la structure super classique, A, B, C. Puis là, moi, j'étais comme, je vais pas faire ça, nanana. Puis là, j'étais un peu comme tourmentée, tu sais. Fait que bref, en sortant de l'INIS, là, j'ai écrit un cours que j'aimerais ça réaliser. Puis qui est plus une structure classique. Puis je me dis, je vais commencer par quelque chose de simple. Ouais. C'était-tu de l'humour? C'était-tu atteinte la fille qui s'efface et tout ça, non? Non, c'était pas dans de l'humour. Je voulais comme faire quelque chose de... Je sais pas, de philosophique, genre. Mm-hmm. Ouais. Puis ton cours, lui, y a-tu des teintes drôles ou pas, ou dramatiques? Plus drôle. C'est un film... C'est plus fort que nous, hein. Je pense que les courts-métrages sont obligés d'être un peu drôles. Ah oui, faut qu'il y ait comme un punch un peu, là. Ouais. Parce que des cours dramatiques, il y en a, mais pas tant. Puis souvent, ces films-là vont pas tant réussir non plus dans les festivals. Faut que ça soit... Faut que t'aies une façon de raconter l'histoire... très original dans tous les cas. Vraiment. C'est ça qui fait que c'est bon, tu sais. Justement, Annie Saint-Pierre, quand je l'avais nommé tantôt, son court-métrage était rendu à la shortlist des Oscars. Ouais. Puis c'était plus dramatique. C'était un peu plus l'histoire d'un père. C'est vrai. Tu sais, c'était tristounet, puis ça se terminait avec un espèce de câlin avec sa fille. Tu sais, tu pouvais peut-être rire un peu. Moi, j'ai pas vraiment ri en regardant ça, mais il y avait une espèce de nostalgie, de souvenir vague un peu. Ouais, tu peux quand même... Non, tu peux explorer ces formes-là aussi, je pense, dans le court-métrage. Oui, puis tu sais, mettons Steve Laplante, quand... Ouais. Tu sais, je veux dire, il est drôle, peu importe ce qu'il fait, là. Ouais, Steve Laplante, ouais, mais il est drôle, peu importe ce qu'il fait, mais il est super touchant, ce gars-là. Il est capable d'avoir... Il y a des couleurs dark qui peuvent sortir de son jeu, puis... Excellent acteur. Vraiment, puis c'est cool. Moi, je trouve ça cool que maintenant on le voit un peu plus partout, là, en ce moment, là. Il est vraiment doué, là. Il est vraiment bon. Vraiment. Mais c'est ça. Fait que je suis allée aussi dans quelque chose d'un peu nostalgique, justement. Je pense qu'il y a une histoire, en fait, un peu personnelle de mon adolescence. OK. Fait que ça se passe comme début des années 2000. Fait que, tu sais, il y a ce petit côté-là aussi nostalgique. OK.
Puis l'envie de dire... Parce que là, c'est ça, j'aurais envie de le réaliser aussi. Là, finalement, je me rends compte que peut-être que dans le fond, il y a ça aussi qui me tente. Ben oui. Puis le fait d'avoir coaché des jeunes... Oui, puis de voir ça. Ben c'est ça, puis d'être derrière le moniteur, tout d'un coup, je fais « Ah, mais pourquoi, dans le fond? » Ben surtout, c'est une belle gang de jeunes. Ouais. C'est toujours le fun de voir des parce que ils se jugent pas, surtout critiquent pas. Exact. Ils vont jouer pour vrai, ils vont y aller, puis ils vont s'amuser, ils sont ouverts. Puis c'est pour ça que les grands films, tu sais, tous les plus grands rôles qu'on voit, tu sais, même le Matou avec Guillaume Lemaitre-Vierge, je crois que Guillaume Lemaitre-Vierge, il est si touchant, c'est parce qu'il était jeune, tu sais. Oui. Tu peux être frondeux quand t'es jeune, tu peux être émotif, tu peux être un peu de toutes sortes de choses. Puis tu sais, je repense toujours encore, c'était qui dans le moment donné qui avait posté ça sur les réseaux sociaux? Ah, l'audition de E.T. Tu as-tu vu ça? Ah, le petit gars. Ah, mon Dieu, oui. Mais c'est rien qu'un enfant qui peut faire un enfant la même. Tu sais, un adulte peut-être, mais tu sais, c'est tellement facile à manier, on dirait, qu'ils sont capables de, tu sais, même je le vois avec mes filles, l'autre fois, Henriette, là, on écoute toutes sortes d'affaires en ce moment, puis elle était à la table, elle dit « Hey, papa, j'ai découvert, je suis capable de pleurer quand je veux. » C'est vrai? Je fais « Ben, pourquoi tu dis ça? » Elle dit « Je contrôle ça, là. » Je dis « Ben, OK, ben, go. Pleure. » Elle fait « OK. » Plaque. Ça a pris 5 secondes, les yeux remplis, ça se met à couler, puis elle faisait semblant. Mais voyons! Oh mon Dieu, elle dit ça, si j'étais comédienne, ça serait utile, hein? Ben là, elle veut-tu être comédienne? Il n'y en est pas question. Comprends. Comédienne, musicienne, artiste. Non, c'est pas vrai. Ben, ça veut faire ça, évidemment, oui, correct. mais je pense qu'il trouve, tu sais, c'est tellement encore quelque chose de mystérieux à cet âge-là, tu sais, elle comprend c'est quoi 100%. Des comédiens, puis j'ai des amis comédiens, et elle les a vus à l'écran, puis après elle les voit hors l'écran, ben, elle peut faire la part des choses, mais ça demeure quand même un truc un peu, tu sais, elle me posait des questions, là, elle dit, il faut qu'il crée cette émotion-là, sur le moment, devant plein de gens, puis qu'on les filme, elle était comme, tu sais, c'est un peu... Ah oui, puis souvent, ils sont bien dans ta face, là, tu sais. Ouais. Avec la caméra, là, dans tes narines, là, tu sais, là, tu te sens, c'est un peu too much, tu sais, quand on pense. Mais toi, c'est vrai qu'avant, rien que pour mettre, t'as étudié à Saint-Hyacinthe, le théâtre. Donc, tu sais, t'es quand même quelqu'un qui fait du théâtre. Tu dirais-tu qu'en ce moment, tu fais plus de télévision que de théâtre? Ben, ouais, depuis que je suis sortie de l'école, on m'a plus engagée pour faire de la télé, mais pas parce que c'est un choix. C'est vraiment juste... La vie. Ouais. C'est comme arrivé de même, puis vu que c'est ça, j'ai fait de la télé un petit peu avant enfant, puis c'est comme si j'ai l'impression que les gens pensent que je suis plus une fille qui veut faire de la télé. T'as fait ça enfant? Ouais, un petit peu. OK. Ça, t'avais dit à tes parents, j'aimerais ça, puis il avait mis ton nom dans une agence de quel âge? 5 ans. What? Ouais. Oh my God! À 5 ans, tu voulais faire ça? Oui, j'étais allée à la mini-fureur, là. Il y avait la mini-fureur? Je me rappelle pas. Dans les années 90? Fin 90? Fin 90, ouais. Tu l'as fait? Oui. Puis t'as chanté puis tout. Puis... Ouais. Des bonnes archives de ça. What? Évidemment, on vient de lancer une super perche parce que quand tu vas passer à les enfants de la télé. Mais t'as fait la mini-fureur. Puis après, qu'est-ce que t'as fait d'autre? Genre des pubs, des trucs de ouais, des pubs. Puis j'ai fait une série qui s'appelait Réseau. C'est une vieille affaire, là. 98, genre. OK. Puis c'était comme, je pense que c'était le premier rôle à Patrick Huard. Puis moi, je jouais sa fille, puis là, je me faisais kidnapper. Puis là, c'était une affaire. Ah! Ouais, c'était comme une émission de journalisme de Régent Tremblay, je pense. Ouais, ça se peut. En tout cas. Fait que ça, c'est la première... Réseau. Ouais, première affaire que j'ai faite. Ça, c'est un petit rôle, là. On te voyait-tu bien gros dans la série? Correct, ouais. Quand même? Pas pire. Parce que moi, quand je t'avais rencontré, quand t'étais monitrice au camp, dans ma tête, je disais, là, je vois que ma lecture de toi est extrêmement mauvaise. Dans ma tête, t'étais comme une musicienne qui avait étudié en musique, puis là, que finalement, un peu comme Florence Blain, je me disais, qui a flippé, qui a fait, allez faire du théâtre, voir ce qui se passe. Mais toi, c'était quand même... le contraire, plus. Toi, c'est ça, c'était plus destiné à ça. Ouais. Dans le sens de la musique, pour moi, c'était tout le temps une passion à côté. OK. Ouais. Mais le jeu, c'était ça. Ouais. Wow. Ouais. Puis pour vouloir faire ça à 5 ans, faut quand même l'avoir vu. Et pour y penser, puis même dire à ses parents, tu sais, j'aimerais peut-être ça. Donc, t'écoutais des trucs? Ben ouais, j'écoutais la télé, puis tu sais, comme tu sais, j'ai 2 grandes sœurs. Ouais. Qui ont comme 10 ans de plus que moi aussi. Fait que ça aidait à
Ben c'est ça, je pense on écoutait peut-être plus de la télé d'adultes, entre guillemets. Ah ouais. Puis ma mère, elle avait une amie qui se partait une agence d'enfants. Fait qu'elle a comme fait, tiens, okay, essaye donc. Mais j'ai tes probablement... autres sœurs l'ont pas fait? Non. T'es pas question. Non. Mes sœurs, ils sont plutôt... ils veulent pas. Voilà, c'est ça. Ils ont ton champ d'intérêt. C'est correct. Ça. Mais, ouais, fait que c'est ça. Puis, la première audition que j'ai faite, c'était pour Réseau. Fait que je l'ai décroché. Wow. Fait qu'après ça, c'est sûr, là, que tu prends goût. C'est comme... Mais là, quand t'as fait Réseau, justement, est-ce que t'as eu un coach d'acteur? Non, à l'époque, je suis pas sûre qu'il y avait ça. Tu faisais juste jouer? Ouais. My God. Mais ma mère, elle m'a aidé à apprendre mes textes. Ma mère était très dévouée. Ouais, apparemment. Hein? Ouais. Puis c'est ça, après, j'ai plus fait des pubs, des affaires de même. Puis là... Mais tu sais, ma mère était dévouée, tu dis, mais c'est parce qu'il fallait qu'elle soit présente au tournage. Oui. Ça, c'est compliqué. Est-ce qu'elle était mère au foyer ou... Elle travaillait de la maison. OK, elle travaillait de la maison en plus. Ouais. Ouf. Elle pouvait un peu comme... Elle avait des horaires flexibles, disons. Ça lui permettait justement de faire ça. Moi, c'est ça une affaire aussi. Parce que moi aussi, j'ai été approché pour ma plus vieille, mais j'étais là. J'ai pas le temps de faire ça. T'sais, vraiment, il faut que tu aies du temps pour ça, là. C'est compliqué, puis... Oui, puis faut que tu manques de l'école. Tu sais, quand t'as une audition de pub, tu manques de l'école pour ça. C'est vraiment comme... Merci, maman, là. C'est vraiment beaucoup de... Ben oui, c'est vrai. Oui, de temps carrément. Tu y dois. Oui, 100%. Merci, maman. Entièrement. Mais vient le moment, justement, où est-ce que tout ça, t'es allé très naturellement, jeune, sans formation, juste en observant, en imitant. Mm-hmm. Puis quand est-ce que t'as compris qu'il fallait que t'ailles étudier? Ben, mettons, à l'adolescence, ça marchait moins bien. Je jouais pas tant que ça. Comme je te dis, je faisais des pubs, mais pas des séries ou des affaires. Puis tu voulais ça? Mais je voulais ça. Mm-hmm. Fait que là, un moment donné, ma grande sœur est allée étudier à Concordia en cinéma. Puis là, j'ai joué beaucoup dans les films de cette classe-là. Puis c'était Chloé Robichaud, puis Charles Grenier, puis Fanny Laure-Manlot, qui sont tous devenus comme moi, ouais. Ils étaient tous là en même temps. Ils étaient tous dans cette classe-là. Puis j'ai rencontré sur un film que je faisais pour leur classe, Sophie Desmarais, qui m'a dit qu'elle avait fait l'école à 17 ans, direct en sortant. Elle était allée à Lionel Groulx. OK. Fait que là, je fais, OK, ça se peut de faire ça. Tu sais, j'ai même pas besoin d'aller faire un cégep en attendant. Ouais, OK. Mais tu peux juste le faire, mettons, à Lionel Groulx puis à Saint-Hyacinthe. Mais quand tu dis en sortant du secondaire. Ouais, à 17 ans. Tu fais comme, flyer là. 4 ans, c'est fini, bye. Fait que je suis sortie, j'avais 21 ans. Mais je pensais que, OK, je suis vraiment dans le champ. Saint-Hyacinthe, donc c'est pas un DEC? C'est une technique? Ouais, c'est comme Lionel Groulx. C'est comme une école de théâtre dans un cégep. OK. Ouais. Puis t'es diplômé de cet endroit-là comme c'est là les deux places aussi où ce qui coupe la moitié du monde, là, tu sais, pour les subventions, là. Bon. Ouais, c'est ça. Fait que c'est là que je suis allée. Tu sais, le métier de comédien, il est super tough. Puis, t'as-tu fait aussi Katsu? Le fameux Katsu à la fin? Le fameux, tu sais. Puis il y en a du monde. Il y en a du monde, tu sais, qui vont jouer pour essayer de se faire voir. Toi, t'as-tu eu un petit break quelque part? Parce que quand t'as fait l'âge adulte, j'ai l'impression que là, d'un coup, on te voyait beaucoup, là. Existais-tu avant? Ça, il y avait eu des trucs à la télé? Mais je pense que c'est dur pour moi-même de sentir si j'ai eu un break ou non. Moi, j'ai l'impression que j'ai été chanceuse puis que j'ai juste travaillé sans arrêt. Ouais, toujours un peu. Ouais. Puis comme, justement, en voix aussi un petit peu. Fait que j'ai toujours réussi à gagner ma vie de ça dès que je suis sortie. Ça, c'est vraiment une chance, là. Ouais, vraiment. Ouais. Puis j'ai fait Unité 9 aussi en sortant. C'est vrai, t'as fait Unité 9, ouais. Comme des affaires de même qui ont popé. Mais oui, l'âge adulte, ben pour moi, à ce jour, je pense que c'est mon plus beau projet. Ben, il est le fun. Ouais. Il est le fun, il est amusant. Oui, puis c'est la première fois que j'ai fait de la comédie aussi. Ah oui, ben c'est vrai qu'Unité 9. Ouais, non, c'est ça. Mais non, mais sans joke, là, je faisais tout le temps genre soit des femmes battues, soit des mères monoparentales de 17 ans, soit des affaires tout le temps trash. Puis là, j'étais comme, voyons, c'est quoi mon casting? Non, mais ça, c'est une bonne question. C'est quand tu fais, est-ce que j'inspire ça? Ouais, c'était bien bizarre. Puis, mais en fait, je pense que c'est juste parce qu'on est dans un petit écosystème, puis là, le monde te voit dans quelque chose. Bref. Ils font, elle va devoir en femme battue, elle va être parfaite. C'est ça. Puis là, ben merci François Jarreau et Guillaume Lambert. J'ai joué dans l'âge adulte, puis j'ai fait de la comédie. Puis là, depuis, j'ai plus touché à ça, puis j'aime ça faire de la comédie. Là. J'aime vraiment ça. Là.
c'est sûr. Puis ça t'amène toute une autre perspective aussi. Puis dans Unité 9, non pas Unité 9, dans, voyons, le truc qu'on s'était vu, l'émission que t'as joué du violon. Ah, District, ouais. District, t'as ressorti ton violon pour ça. C'est pas fait. Y a-tu touché depuis? Ah mon Dieu, non. Je l'ai même vendu sur Marketplace. Non! Ouais. Non! Mais c'était un violon de merde, là. C'était pas un bon violon. Donc. Ouais. C'était quoi, une copie chinoise? Oui, une affaire achetée dans un marché aux puces, là. Mais t'as vendu ton violon. Combien tu l'as vendu? Je sais pas si je peux dire ça. Ok, dis-le. Mais je l'ai vendu le même prix que je l'avais payé. Ouais, correct. Fait que c'est quand même. Ok, fair. Pas. Oh ouais, c'est bon. Mais non, ça traînait, là. Ça prenait la poussière. Ouais, je comprends. Mais je joue du piano. C'est ça, j'arrête pas, là. Ça, puis c'est mon instrument. Oui. T'as encore piano? Tu joues encore? Oui. T'amuses qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu tripotes le piano en mettant des vieilles pièces que t'avais appris ou des fois tu t'amuses à composer, essayer des trucs, des nouvelles pièces que t'as entendues ou? Je suis surtout restée dans mon parcours classique, moi. Ouais, tu restes là-dessus? Ouais. Tu prends une bonne partition. Ouais. Qu'on met devant soi puis qu'on on gosse un peu puis on trouve. Puis même l'année passée, j'ai refait des cours de piano. Ah oui. En vue de j'ai joué au théâtre au Denis Pelletier. On faisait les 4 filles du Dr March. Oui. Puis je jouais celle qui joue du piano. OK, ben oui. Puis dans le show, je jouais un bout d'une pièce de Rachmaninov. Laquelle? Élégie. Ah, Élégie, OK. C'est beau, là. Fait que là, quand elle meurt, elle s'en va jouer ça, tu sais. Et pas là. Puis, ouais, fait que là, j'avais fait des cours avec Jennifer Baudage. OK. Ouais. Cool. Puis, super, Jennifer. On l'aime, on la salue. Oui, on la salue. Et voilà, fait que là, je m'étais remis à faire des cours, puis même à faire du non, les petits exercices, puis tout ça. Ben oui, faut que tu sois en forme. Là. En plus, à chaque soir, faut que tu t'aies incarné ce moment-là douloureux dans une pièce. C'était comme l'affaire la plus stressante au monde, mettons. Ouais. Jouer du piano, là. Parce que tu fais plus ça dans la vie. T'as beau être comédienne puis être devant plein de gens en même temps puis de jouer un rôle, mais là, en plus, c'était un moment qui était centré, je présume, rien que sur toi, sur ce moment-là. Il y avait pas grand-chose d'autre qui se passait sur la scène. Non. Parce que si tu te mets à non, c'est ça, ça paraît moins. Ça s'était bien passé. Ça s'est bien passé. Mais fait que bref, depuis, je joue moins qu'à ce moment-là, mais quand même, c'est ça, je me prends une petite partition, puis je m'amuse. Ah ouais? Ouais. C'est bon, ça. Mais tu aurais essayé d'écrire de la musique tant qu'à faire? Comment? Tu aurais essayé d'en écrire un peu? Ah, je pourrais. Là, t'écris des scénarios, tu vas réaliser, tu vas écrire la musique de ton film. Faudrait que je fasse tout. Il faudrait que tu fasses tout. Ça, c'est l'affaire. Tu joues dedans, tu l'écris, tu fais le montage. L'enfer sur terre, aucun recul. Tu sais, tu demandes l'aide de personne. Tu dis non. Moi, je m'autofinance. Tu t'autofinances. Tu fais comme, comment il s'appelait donc pendant la pandémie, son film de pandémie, Bo Burnham. Ah oui, mais là, lui, il est bon, par exemple. Ouais, mais attends, on n'a pas vu le ton film encore. Ça va être fort. Bon, watch out, tout le monde stay tuned. Hey, je repensais à ton affaire de fille qui disparaît. Ça, c'était, non, je suis encore déjà vu là-dessus. Tu dis, je vais faire quelque chose un peu, David Lynch, un peu tout ça, mais est-ce que c'était un message que tu essayais de passer? Est-ce que tu sens que tu disparais? Pas présentement, non. Mais dans ce temps-là? Non, mais c'était plus par rapport à, tu sais, quelqu'un qui est tellement fin, qui fait tout pour les autres, fait qu'il s'oublie tellement. Moi, j'en ai plein d'amis de même. Mais c'est ça. Mais c'était ça, le message, comme. Ouais. C'était un peu, Mais toi, est-ce que tu te considères comme ça? Moins maintenant. Mais t'as déjà été. Je pense un peu, ouais. Ouais. De la misère un peu à dire mes opinions pour pas déplaire. Ouais. Puis veux pas, la job qu'on fait, c'est un peu, on est beaucoup dans vouloir plaire, là. C'est un travail qui est à la base basé sur la séduction. C'est ça. Une forme de séduction, on s'entend, là. Mais tu sais, il faut que le personnage que tu incarnes soit séduisant pour le réalisateur ou la réalisatrice. Puis que ton incarnation de ça, donne envie de vouloir travailler longtemps avec toi puis de le mettre à l'écran. Alors, c'est vraiment basé là-dessus, de plaire, tu sais. Oui, puis c'est ça. Puis tu sais, comme ça revient à ce que je disais tantôt aussi, la portion de créativité, des fois, qui existe un peu moins là-dedans. Mm-hmm. Tu sais, on est beaucoup dans ce que l'autre veut pour son projet, puis c'est bien normal. Mais mettons, le réalisateur, par exemple, tu vas te mettre à sa merci, tu sais, tu vas vouloir qu'il aime ce que tu lui donnes. Oui. Fait que c'est comme un travail sur soi à faire de
à la fois être capable de travailler pour le projet d'un autre, mais pas s'oublier là-dedans. Ouais, mais c'est difficile. Ouais, je pense. Quand même. Mais c'est pour ça que pour moi, j'ai l'impression que de faire d'autres choses, de faire de la musique, d'écrire, tout ça, ça permet que... Mais t'as une prise de contrôle. Ouais, j'ai un certain équilibre, puis dans les moments où personne m'engage pour faire quoi que ce soit, ben je fais OK, parfait, je vais faire mes projets, tu sais. Ouais, puis il faut faire ces projets. Regarde, moi, qu'est-ce que tu penses en ce moment, ce qu'on fait, ça, c'est mon projet que je contrôle entièrement. J'ai pas, je dois rien à personne. Ouais. J'ai pas le contenu, je le décide. Ouais. C'est très libérateur, ça fait du bien, puis juste de pouvoir justement se dire, tu sais, je suis pas obligé justement d'avoir des grandes vedettes à chaque invité, d'avoir des gens variés. Non, je changerais jamais ça. Tu peux faire ce que tu veux. Ouais, puis il en faut des fois des projets comme ça, là. Puis c'est parce que tu te rends compte, plus t'avances comme artiste, plus tu te rends compte que être vraiment, vraiment intègre entièrement sur un projet, c'est presque impossible. Parce qu'il y a trop d'enjeux, il y a trop de trucs extérieurs qui viennent un peu s'attaquer à tout. À un moment donné, je me souviens, il y avait un luthier qui m'avait dit il y avait une collection de disques, tu sais, je vais chez eux, un archetier, pardon. Et là, je vais chez lui, il prépare mon archet, tout ça, puis après ça, je regarde dans sa bibliothèque, puis il y avait des disques. Puis là, je commence à regarder les disques. Et c'est des disques de classiques. Et il y a aucune symphonie, il y a aucun ensemble de gens, puis c'est genre des sonates violon solo, un truc solo cello, solo harpe, solo piano. Ouais. Hey, j'écoute juste du solo, mais dit ben oui, mais parce que je veux la pensée entière d'un humain, je veux pas qu'il ait sacrifié ses idées parce qu'il est en groupe, ça m'intéresse pas moi des idées sacrifiées. J'étais comme ça m'a vraiment puis lui, pour lui, c'était vraiment clair. Il dit même un duo, chacun ont été obligés d'abandonner un phrasé ou une nuance qui tenait vraiment parce que ça marchait pas avec l'autre, ou l'intonation de ça. J'étais c'est intéressant. Ouais, quand même. Puis après tu peux faire même un parallèle avec nous aujourd'hui, tu sais, mettons avec le stand-up, tu sais. Un stand-up, c'est peut-être l'art le plus quelque part le plus intègre. La personne a écrit le show, elle est tout seule, puis elle le joue, tu sais. Ah mon Dieu, ça demande un courage. Oh my God. C'est comme... Imagines-tu? Je ferais jamais ça. Moi, je ferais. Mais tu sais, le kick. Oh my God. Le kick de faire un 10 minutes, là. Mais tu sais, t'es pas caché, là. T'es pas caché, t'es juste toi, seul, avec ton texte. Ton micro. Tu sais, il y a du monde qui se font... Il y a des writers. Ouais, mais il y a des hecklers aussi. Il y a du monde dans pourri qui te crée des affaires de même. Ouais. Ça parle fort. Faut que tu ramasses. Ben là, en plus de gérer ton stress et ton texte, il y a le monde extérieur. Puis tu sais, c'est toujours dans un contexte où il y a de l'alcool. Les gens vont dans un club pour avoir du fun. Ils ont bu un verre pour avoir du fun, là. Puis ils sont déplacés. Puis non, les conditions les conditions sont pas bonnes, là. Bravo à tous nos humoristes. Mais moi, j'aime ça, moi. Moi, j'aime ça, l'humour, beaucoup. Mais en effet, c'est sûr. C'est sûr que, oui, comme tu dis, il y a des writers aussi. Mais des fois aussi, il y a bien du monde qui n'ont pas de writer. Du monde qui écrivent tout seul. Non, c'est ça, mais ceux que j'admire vraiment, c'est justement ceux qui n'ont pas de writer, qui vont là avec leur matériel en toute vulnérabilité. Ah non, ça n'a pas de bon sens. Je trouve ça... Puis moi, je suis allé voir le rodage de Adib Adkeldé. Ouais. C'était fou raide. Parce que c'était au bordel. Puis Adib, on se connaît, j'avais dit, écoute, si jamais tu peux me faire rentrer, j'aimerais bien, je suis curieux de voir ton rodage. Il était comme, puis ils font tout ça, là. Ah, salut, tu veux voir ça? Oh. Non, pas préparé. C'est normal. Puis ça fait partie de l'exercice, tu sais. Or, j'y vais. C'était tellement bon. Et puis ça, c'est là que ça m'a surpris un peu. Il est dans son histoire, il se raconte, tout ça. Puis à un moment, il y a le gars qui fait la régie, tu sais, c'est tout petit le bordel, bon, on peut voir tout le monde. Puis il dit au gars de la régie, je sais pas, il s'appelle Alain, mettons. Alain, il reste combien de temps? Là, il fait, t'as déjà dépassé le temps. Pour vrai? Il dit, OK, je vais rapper ça. OK. Prends 5 minutes, il conclut avec une fin qu'il avait établie. Puis après, tu sais, il me disait, ouais, il dit, faut que je coupe. Je dis, faut que tu coupes. Il dit, ouais, je pense qu'il y avait comme 20 minutes de plus. Okay. Comment, tu sais, parce qu'un special, faut que ça dure 1 heure, en théorie. Ouais. Mais honnêtement, je pense qu'il aurait pu encore continuer il aurait pu faire 1h30. Il aurait pu faire un film tout seul à se raconter parce que ça marche super bien. Il se raconte tellement bien. Mais ça, c'est fou. C'est fou. Ça, c'est fou. C'est un talent, c'est un... Non,
je capoterais rien à l'idée de faire ça. Mais par contre, ce que je trouve le fun dans ton cas, c'est que t'as écrit, en tout cas moi, t'as eu l'expérience d'écrire un cours. Comme tu dis, t'as comme des aspirations à réaliser. Ouais. Ça reste, tu y penses beaucoup en ce moment? Ben, c'est que ça va dans les temps libres, là, malheureusement, parce que c'est comme, faut que je gagne ma vie, mettons, avec d'autres choses. Ouais. Fait que dès que j'ai des petits trous morts, pis là, justement, des trous morts, mon Dieu, quelle drôle d'expression. Un trou mort. Je me suis écoutée, puis je fais, voyons. Mois d'août, j'ai comme pas mal de petites journées ici et là, fait que là, je pense, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire une autre affaire. OK. Puis là, je vais essayer possiblement de le réaliser sans argent, du moins avec mon argent, l'autofinancer, un truc qui coûterait pas cher. Parce que mon autre film que j'ai envie de faire, qui est le truc nostalgique dont je te parlais tantôt. Ouais, ça va prendre de l'argent, ça. Ben ça prend de l'argent parce que c'est de l'époque, là, c'est 2000. L'époque, le lien avec les vêtements. Ben voilà, c'est ça. Puis le film, il dure, mettons, un bon 20. Fait que je veux, tu sais, je veux bien le faire. Fait que bref, je me suis dit, en attendant, peut-être, c'est ça, essayer quelque chose par moi-même, tout seul, voir si j'aime ça aussi. Ouais. Puis voilà, ça serait un projet... parce que là, c'est toutes les responsabilités là de dire à tout le monde quoi faire. Ouais. Puis c'est parce que je fais l'exercice avec l'autre film aussi en ce moment des demandes de subventions. Ça, c'est quelque chose aussi de comme... Ouais, je suis là-dedans en ce moment. C'est ça, fait que ça me tente pas d'en partir une autre pour un autre projet. Je suis comme non, celui-là, je vais le faire. Puis après... C'est ça. Puis prendre l'expérience un peu. C'est ça. Et t'es-tu allé voir Barbie? Pas encore. T'es pas allé voir Barbie? Non, mais par exemple, j'ai doublé un des bonhommes. Fait que j'ai vu des bouts. Quel bonhomme t'as doublé dans Barbie? J'ai fait Emma McKay, c'est Barbie scientifique. Attends, je vais aller voir. C'est la brune, là. C'est Barbie scientifique? Ben, okay. En français, c'était ça, là. Je sais pas c'est quoi en anglais. Barbie scientifique. Puis, oh, ouais. Scientifique. OK. Attends, je ressemblais à quoi? Mais, c'est qui la jouait? Qui t'a dit qu'elle jouait? Emma McKay. Emma McKay. Tu sais, elle joue dans Sex Education, puis... Ah, oui. Attends une minute, je vais la voir. Ah, OK, oui. OK, parfait. Je la vois. Ouais. Fait que j'ai vu quand même plusieurs scènes du film. OK. Puis t'as fait quelques blagues de Barbie. Voilà, mais j'ai très très hâte de le voir. C'est bon. Ah mon Dieu, j'ai hâte. C'est le fun. Moi j'ai pas boudé mon plaisir. Moi j'ai eu du gros fun. Mais tu sais, j'adore Greta Gerwig, j'adore tout ce qu'elle a fait. Ben oui. Puis écoute, c'est débile. Tu sais, moi j'étais avec mes filles. Après, en plus, c'est nous autres. On n'est pas Barbie. Chez nous, on a une seule Barbie. OK. Puis c'est la Barbie sirène. Mais pourquoi? Mais c'est surtout parce que les filles voulaient avoir une sirène pour jouer dans le bain. Mais c'est vraiment rien que parce que c'est la seule que j'ai trouvée en magasin. Ouais. Puis là, il était comme, puis elle flash dans l'eau. Puis tout. Puis... Donc là, on a une Barbie, mais ça, même à ça, les filles étaient jamais portées. Ils ont jamais vraiment joué avec des poupées. C'est pas leur affaire. Mais on était voir le film. Puis non, mais même là, eux autres disaient, même mes filles disaient, le film Barbie, ça a l'air bizarre. Ma plus, elle voulait aller voir Transformer, elle est bien gros les quêtes, tu sais, parce qu'elle dit, c'est une bonne histoire? Je dis, je sais pas, on va le découvrir, tu sais. Ouais. Puis finalement, là, elle rayait, là, les filles étaient crampées pour leur raison d'enfants, puis moi j'étais crampé pour d'autres raisons d'adultes. Ben oui. Donc on a vraiment, on est sorti de là, on a vraiment du fun. La musique est bonne, on n'arrête pas d'écouter la musique de Barbie, elle est tellement bonne. C'est sûr. Dua Lipa. Oui, elle est allée chercher des gros noms. Ouais. Les Os, ça va pas très bien en ce moment. Oui. Oh my God, as-tu vu ça? Ben, j'ai entendu vite, là. Ça a l'air terrible. God, c'est parce que la fille qui protégeait mais oui, elle représente tellement de choses. Elle représente tellement de choses, puis que c'est un peu quelque part proclamé Queen. Puis et là tout le monde est dans son là, les 3 danseuses qui vont contre elle. Il y a une réalisatrice qui est sortie. Là, il y a d'autres danseurs qui poursuivent pas les autres, qui disent c'est vrai, elle est pas endurable, elle est méchante. Non. Puis là, ça vient de éclater, là. Quand même, là, écoute, il faudrait pas que Taylor Swift il apparaisse quelque chose sur elle. Le monde va faire des arrêts cardiaques. Moi, une de mes affaires que j'aime bien gros en ce moment, c'est aller sur Insta puis regarder des vidéos de monde hystérique qui regarde Taylor Swift. J'aime tellement ça. Non, mais tu sais, c'est parce que tu sais, quand on regardait des vidéos quand les Beatles faisaient des shows, puis que les gens criaient puis pleuraient, là, puis pitchaient des affaires, puis ils deviennent fous, là, tu sais, ils deviennent fous.
moi, j'ai jamais vu ça dans ma vie, tu sais, puis j'ai jamais été témoin de ça de mon père. Je me suis toujours dit que ça appartenait à un passé où est-ce qu'il y avait pas de télévision, où est-ce que, tu sais, t'imaginais quelque chose, puis là, la personne avait devant toi, puis là, tu perds tes moyens. Tu perds tes moyens. Qui te ferait perdre tes moyens? Personne. Sérieusement. Ouais. Attends. Qui me ferait perdre mes moyens? Je serais, tu sais, je serrais un petit peu des fesses d'excitation, mettons, là, si, mettons, j'allais voir, mettons, Tom Waits arrive sur la scène, puis il vient chanter. Je serais comme, oh my god! Ouais. Tu sais, je serrais des poings, je serais comme, pour, 5 secondes. Ouais. Ça serait tout. Ouais. Puis c'est pour ça que moi, je regarde les vidéos, écoute, il y a des enfants qui vont voir, Madame Swift, et dès qu'elle apparaît, crise en larmes. Oui, c'est spécial. Il tremble. Tu sens que le rythme cardiaque accélère. Tu vois ça. Je suis complètement à terre, complètement fasciné par ça. Mais puis je pense même, tu disais, t'es étonné parce que tu pensais que ça appartenait à une autre époque, mais je pense en fait notre époque accentue cette affaire-là de vedettariat, parce que là, ils suivent sur TikTok, ils ont l'impression qu'ils sont best friends avec, c'est comme s'ils rencontraient. Là, ça va, mais ça va dans un autre sens. Parce que c'est plus, le désir est pas pareil. Oui, c'est pas juste je trippe sur sa musique, là, c'est je veux être sa meilleure amie, là. C'est bizarre. C'était, je fais un parallèle parce que il y a Juliane Côté qui est venue ici. Ouais. Puis Juliane racontait, elle dit, le rapport avec des heures, des fois, elle dit, moi, elle a fini Succession. T'as peut-être écouté Succession, évidemment. Puis elle dit, tu sais, moi, là, mon rêve, là, tu sais, c'est que le personnage, c'est-tu Chevy, la fille? Shiv. Elle dit, moi, là, je m'ennuie d'eux autres. Puis elle dit, moi, je voudrais que Shiv, ça soit ma meilleure amie. Mais elle dit mieux que ça, elle dit comment c'est bizarre ma pensée. Elle dit, moi, je voudrais être transporté dans ce monde-là avec ma personnalité. Julien Côté. Mais quand elle me voit, puis elle fait, hey, cool, Juliane. Elle dit, je voudrais qu'elle trouve que je suis cool. Puis elle dit, ça serait un accomplissement extraordinaire. Je comprends. Mais tu vois un peu, il y a quelque chose un peu de ça parce qu'aujourd'hui, quand on se lit, on devient, que t'as raison, c'est ça, avec TikTok, Instagram, là, c'est pas par rapport à une œuvre, c'est par rapport à des humains qu'on suit. On a une proximité étrange, mais à sens unique, là. Oui, c'est ça. Qui se fait, là. On a l'impression qu'on les connaît, on connaît leurs petites manies, Toi, t'en as-tu? Quelqu'un que tu suis même, que t'aimes bien, puis que, mettons, tu deviendrais un peu, tu te mets à crier un peu, là, s'il apparaît, là. T'as-tu déjà connu ça, jeune? Ben, quand j'étais jeune, je traitais sur les Spice Girls. Je vais dire ça, mais ça, t'es plus jeune, t'es plus jeune que moi, il devait avoir un band. Les Spice Girls. Les Spice Girls en étaient. Ah oui? Ah oui. T'es-tu vu? Non. Ben, non. C'est pas arrivé. Mais non. Mais c'est ça, c'est quand j'étais petite aussi, là, on se déguisait en les Spice Girls. On en avait toutes une. Ah ouais? T'étais qui? Et moi, c'était étonnant. J'étais Melcy, la sportive. Melcy, pardon. Melcy, ça. Ah, mais tu l'as eu quand même. Tout le monde a dit, toi, tu devais être Emma. Puis moi, je suis comme, non. Non, je le savais, moi. Moi, je me faisais un tatou, là, tu sais, comme autour du bras comme elle. Puis je faisais genre, je flexais mon bicep. C'était, Et voilà. Puis on chantait Stop Right Now dans la bibliothèque de mon école primaire. J'ai un souvenir de ça. Puis ça te faisait triper, là. Tu trouvais ça cool. Vraiment. Mais tu sais, Britney, tout ça. Tu veux le film Spice Girl? Moi, j'ai le film ici. Oui! Je l'ai en DVD. Ah oui, dans leur autobus? Ouais. Ah oui, quel bon film. Quel étrange film. Ça fait longtemps que je l'ai regardé. Ouais. Tu vas regarder, mais voilà, on change. Ah, wow. Ben, OK. Puis aujourd'hui, t'en aurais-tu de quelqu'un, mettons, quelqu'un aujourd'hui que tu fais, wow. Ça serait cool. Ça peut être même Taylor Swift, hein. Ah non, je suis pas tant... je m'excuse, mais je suis pas tant... Hey, on va faire 6 dates à l'Arena à Toronto. Ça va tellement être cher. Le monde va se pitcher là-dessus. Mais c'est ça aussi, c'est que ces grosses vedettes-là, moi, je suis comme, c'est des prix indécents, je me payerais jamais ça. Jamais. Genre, j'adore Beyoncé, mettons, je trouve très bon son dernier album. Ouais. Mais jamais je vais malheureusement me payer ça, tu sais, Moi, j'étais allé voir The Cure au Centre Bell, j'étais pas allé voir un show depuis tellement longtemps. Ouais. Dernière rangée, 20$. Ah! Ouais, mais ça, c'est Robert Smith, le chanteur du band, qui a fait une espèce de sortie contre Ticketmaster, puis il y en a pas question. Malade. Ou garder les billets bas pour les fans, puis en avant, c'était comme 100$. Ouais. C'était en bas. Ouais. J'étais dans le fond. Ça sonnait super bien. C'était super. Puis les vrais fans, ils étaient dans les billets à 20$, on s'entend, là. Ils n'ont pas une scène, mais c'est comme, c'est pas grave. Il est tout petit. Ouais. Bon, allez le voir, puis c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Mais mettons, la plus big, disons que je suis allée voir, c'était Lauryn Hill, à la place Belle. Ouais. Wow. Ça, c'était vraiment hot. Ça, c'est pas pire. Ouais. C'était pas la fois qu'elle est arrivée full en retard. C'était comme une des fois qu'elle était bien. Fois-là, là.
La fois que... Ah, non, c'est bon, ça. Mais sinon, aujourd'hui, que t'as pas vu. Que j'ai pas vu? Oh mon Dieu, hey, c'est vraiment une dure question. Mais tu sais... Y a-tu du monde que tu suis? Tu sais, que justement, tu dis, à cause de la proximité, justement... tu vois, il y a une couple d'humoristes que j'ai l'impression que je les connais trop, là. Parce que j'écoute leurs podcasts, j'écoute leurs trucs, je les suis justement sur les... J'ai su sur les réseaux parce que, mettons, je veux savoir quand il y a un show. Parce que souvent, c'est maintenant comme ça, la business. Ils sont doués, là, ils le savent, là. Avant de toi, comme ça, tu vas le savoir, qu'est-ce qui se passe. Puis c'est comme ça que je veux savoir des billets pour un paquet de monde que c'est leur publicité, là. C'est pas vrai que ça se passe. Et, puis vraiment, littéralement, là, moi aussi, des fois, je sais trop d'affaires sur ces gens-là. Oui, puis c'est bizarre. Mettons, moi, une que j'aimerais être son amie, pour reprendre pour paraphraser Juliane, c'est Angèle, mais je trippe même pas tant sur sa musique, mais je trouve qu'elle a l'air nice. Ouais, Angèle, que j'ai découvert avec ma fille. Oui, c'est ça. Qui a 8 ans, qui chante parce que ça joue à l'école d'école entre eux autres, puis quand elle me chante, balance ton porc, non, oui. J'étais là, quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? What? T'es comme, c'est une chanson, Angèle. OK, ça parle de quoi? Ben, je sais pas trop, mais c'est ça les mots. Bon. OK, parfait. On en reparlera dans quelques années, bientôt. Super. On en reparlera. Mais oui, c'est vrai qu'elle a l'air cool. Mais, puis elle est venue à Montréal. Hey, puis là, un moment donné, à manger de la poutine dans une de ses stories. Puis j'ai comme commenté sa story. Mais tu sais, genre c'est sûr qu'elle allait jamais me répondre. Et après, je me suis tu sais, j'ai comme écrit genre, poutine. Tu sais, j'ai vraiment... Pourquoi? J'adore ça! Puis là, tu fais ça, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, puis super à jeun, là, tu sais, on s'entend, là, comme, vraiment de même, là. Moi, j'ai fait de quoi hier, tu saurais? Quelque chose qui ressemble à ça. Mais moi, c'est un artiste visuel que j'aime beaucoup. Il s'appelle David Cho. Ça, d'ailleurs, faut que tu ailles voir sa série de Cho Show. Parfait. C-H-O-E Show, comme un show. Il y a juste 4 épisodes. C'est extraordinaire. Mais lui, David Cho, sur Instagram, il vient puis il part, ça dépend. C'est un drôle de gars, là, tu sais, il est presque milliardaire parce que je l'ai souvent raconté l'histoire, mais je l'ai répété une dernière fois. David Cho, il était un gars qui faisait des graffitis à Los Angeles, puis quand Facebook a acheté les headquarters, les lieux où est-ce qu'il travaillait, Mark Zuckerberg, il aimait bien ce qu'il faisait, il a dit, puis tu vas faire la murale à l'entrée, quand les gens vont rentrer, ils vont avoir une œuvre, puis tu vas faire ça. Il dit, OK, je l'ai fait, puis au moment du paiement, il dit, je peux te payer. Mais là, il dit, on vient d'arriver, on est maintenant public, on a des actions Facebook, où je peux te donner des actions Facebook. L'équivalent en actions Facebook. Il dit, je vais prendre des actions Facebook, je sais pas c'est quoi, mon truc Facebook. Et les années passent, puis il y a 500 millions $. Oh my God. C'est un artiste visuel. Ouais, c'est ça. Mais à cause de 500 millions, il est devenu fucké. Très fucké. Mais c'est sûr, l'argent. C'est ça. Puis maintenant, mais attends, avant là que t'ailles trop loin, moi je veux savoir c'est quoi que tu y as écrit. OK. Check it out. Maintenant, lui, il dessine, il vend plus ses œuvres. Okay. Il y a plus besoin. Il dit, moi, il dit, je m'amuse, je vais juste m'amuser à dessiner, puis il en montre plus de ses œuvres, de qu'est-ce qu'il fait. Il fait un trip en ce moment, c'est qu'il achète des boîtes de Lego, mettons, Lego Star Wars. Puis là, il prend ça, puis il fait n'importe quoi avec. Mais c'est super cool. Puis là, hier soir, j'ouvre ça, puis il filme son Lego, puis juste à côté, il y a une pile de dessins officiels, c'est mes dessins. Moi, Bozo le clown, je fais wow, beautiful drawings, I love it. J'envoie ça. Attends. Ça me fait Il m'a répondu. Oui, il m'a répondu. Dans Stories, il m'a répondu thank you so much, bro, avec un like. Oh my God. Regarde. T'as réussi? J'ai réussi. Je pense que t'as gagné, comme. Puis, écoute, attends, je vais le prendre en photo parce qu'il est dans mes réactions. Personne ne va me croire, ça va disparaître à jamais, là. Je vais le prendre en photo, ça vaut la peine. J'étais tellement excité, mais c'est complètement niaiseux et démesuré comme réaction, là. Tu sais, ça part, tu sais, je veux dire, c'est une réaction à une story. Hey, dis-moi pas que c'est disparu. Ça se peut pas que c'est disparu. Non. Mais je te crois, hein, dans tous les cas. Non. Il l'a enlevé? Ben, c'est parce qu'un story, ça disparaît, puis après, tu l'as pu. Hey, ça, là, non. C'est pas cool. Mais par contre, dans les messages que vous vous êtes envoyés, ça reste. Ah, non, mais. Ah, ouais. Ouais. Faut comme que t'ailles dans tes messages. Mais on dirait que pas. Ah, sacrifice. Moi, des fois, là.
J'ai pas le timing. Pas cool. En tout cas, mais moi, je le sais que c'est arrivé. Hey, en plus, je me sens assez ouf de nommer cette histoire-là. Pas grave. Mais David Cho, bref, allez découvrir ses affaires. On est rendu à la prescription. Woo! OK, je t'écoute. OK. J'ai pensé à des affaires que j'ai vues qui sont pas nécessairement récentes, genre 2023. Correct. Mais des dernières années, les trucs qui m'ont fait triper. OK. Premièrement, le film Worst Person in the World. T'as-tu vu ça? Oui, j'ai vu. De Joachim Trier. Ce film-là. T'es pas sûr? Écoute, il est bien fait. Il est très bien fait, le film. Ouais. C'est juste que elle, je la déteste. C'est vrai? Moi, je pense que... Non, le personnage. Elle me mettait en beau sifflet, comme dirait mon père. Et oui, j'affirme, she's the worst person in the world. OK, je comprends. Mais mettons... Allons-y. Moi, oui. Je suis une femme de 30 ans. OK. Puis, je pense qu'il y a quelque chose de comme super générationnel. J'ai l'impression toutes mes amies de 30 ans qui ont vu ce film-là ont l'impression de s'identifier à cette fille-là. Tellement. D'une manière qui a rarement été faite avant. Ouais, puis c'est drôle parce que, tu sais, David Bocage, humoriste, tu connais? Ouais. Ouais, lui, il me l'avait amené aussi, ce film-là, puis il était comme, man, c'est écœurant, Ah ouais, hein? Puis, on est plus jeune que moi, peut-être parce que toute l'affaire avec son personnage, avec son ex, tout ça, là. Oui, c'est rough, là. Je voulais tellement, là, si je l'avais vu, je l'aurais shaké. J'aurais dit, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est ça, mais ce qui est bon, c'est comme l'espèce d'affaire de... Puis ça, je pense vraiment que c'est générationnel, c'est les millennials. Ouais. Puis c'est comme le truc de quand ça devient difficile, tu fuis, là. Ouais. Moi, c'est ça que je trouve bon parce que je trouve que dans un film, ça a jamais été autant bien... En fait, c'est une telle justesse. Ouais. Puis l'histoire est simple, on s'entend, là. Ah non, l'histoire est simple, mais c'est bien filmé, c'est bien joué. Ouais, tout ça, c'est correct. La musique est bonne. La musique est super bonne. T'sais. Puis, mais je trouve que c'est tellement bien écrit. C'est tellement vrai. Et juste, pis ça met le doigt sur quelque chose. Mais toi, tu dis que c'est un peu une tendance des millennials, justement, de c'est difficile, je m'en vais. J'ai l'impression un peu. Ah ouais? Ouais. OK. Qu'il y a quelque chose de comme... Hey, moi, c'est ça. Mais moi, elle a la différence d'âge. Moi, c'est difficile. Reste. Souffre un peu. Souffre. Ben, après, c'est parce que là, t'apprends, puis là, tu vas en thérapie, puis là, tu te dis, ben non, il faudrait que je reste, là. C'est ça. Mais, mettons, la façon facile, c'est de quitter, puis c'est de faire, pourquoi je resterais là? Puis, tu sais, les gens qui ont de la misère à rester en couple longtemps, puis toutes ces affaires-là, tu sais. Ouais. Je pense que c'est un peu générationnel. Peut-être. Mais toi, t'as toujours ton chum? Oui. Et puis ça fait un bout, là. 8 ans. Ben, regarde, toi, mais non, je suis pas cette fille-là. T'es pas cette fille-là. Mais tu sais, mettons par rapport à, je sais pas, là, se questionne sur les enfants, sur sa job, sur tout, au final, je trouve que c'est vraiment... C'est un beau portrait. Ouais. OK. Ça serait... Vu de même? Ouais. C'est parfait. OK. Puis là, maintenant, je t'amène complètement ailleurs. OK. Je suis allée voir au cinéma moderne un film qu'ils ont restauré des années 2000 qui s'appelle Werkmeister Harmonie. OK. De Bellator. Ben, Bellator, je sais c'est qui. Ouais. Mais je connais pas le film. J'ai l'impression plus que t'aimerais ça. Ah ouais? Ouais. Redis-le. OK, c'est Werkmeister. Werkmeister. Avec un W. OK. Puis c'est bon. Ben, c'est un film, c'est ça, début des années 2000. Je pense peut-être même 2000. Puis c'est, ça dure 2h30. Il y a 39 plans. OK. Tu sais, c'est en noir et blanc. C'est lent. C'est vraiment comme un autre. C'est très... My God. C'est très philosophique. Mais c'est beau, c'est touchant. La musique est magnifique. La mise en scène, incroyable. OK. Puis c'est ça. L'histoire est vraiment spéciale. C'est comme un cirque qui débarque dans un village hongrois puis qui vient comme un peu déranger l'harmonie qui était dans ce village-là. OK. Simple comme ça. Ouais. Mais c'est
tu sais, la scène d'ouverture, c'est comme un gars qui rentre, il y a des ivrognes dans un bar, puis il leur parle du système solaire, puis il dit, toi, tu vas jouer le soleil, toi, tu vas jouer la lune, puis là, il les place, puis il les fait tourner sur eux-mêmes, puis il explique le système solaire, puis là, tu sais, c'est super beau, c'est poétique. OK. C'est vraiment un très beau film. Je le note tout de suite, moi. Je suis sortie du cinéma moderne et j'ai genre éclaté en sanglots. OK. Tellement de beauté, genre. OK. Ouais. Ben là, OK, je vais aller voir belle ça. affaire. Ah, puis il y a comme un bout aussi qui parle de musique baroque, puis il y a comme une théorie par rapport aux harmonies, puis en tout cas, c'est bien... Excellent. Ben bon. Super, parfait. Je vais regarder ça. Ensuite, bon, t'as probablement vu aussi The Rehearsal. Oui. De Nathan Fielder. Oui. T'as-tu aimé ça, toi? Écoute, le premier épisode, j'étais comme, OK, ça va être fantastique. Ouais. J'embarque, c'est cool. Ouais. Puis après, ça va dans une zone que j'étais pas sûr. Ouais. Puis je trouve que ça finit bizarre. Puis j'ai essayé d'y repenser. Puis c'est qui m'en avait parlé? C'est Guillaume Wagner m'en avait déjà parlé. Mm-hmm. Puis lui, là, il est vendu complètement. Puis après, j'en ai reparlé avec lui, puis il était comme, ah non, dis-moi, je changerais rien de tout ça. J'étais, ah ouais, dis-moi, c'est bizarre. Je sais pas quoi penser encore de ça. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment on sait pas si c'est de la fiction ou si c'est du docu. Tu sais, qu'à un moment donné, ça devient un peu tout mêlé. Tout mélangé, ouais. Mais c'est vrai qu'après, il y a comme une affaire que je me demande si éthiquement c'est comme correct. Tu sais, mettons, la fin, sans vouloir spoiler. Ouais. C'est ça. Il y a comme ce bout-là que je me suis demandé si c'était... Ouais, moi aussi. Je sais pas encore, mais pourtant, encore une fois, c'est quelqu'un qui est super brillant sur répéter. L'idée est extraordinaire. Répéter un moment important que tu veux annoncer quelque chose à quelqu'un, comment le faire, puis justement, qu'il y a des acteurs qui t'aident justement puis tu penses à tous les scénarios possibles. Tous les scénarios possibles, des réactions possibles, comment réagir à ça. Puis c'est parce qu'on se le fait dans notre tête. Ouais. Dans l'avion, on fait ça. Alors, je vais annoncer ça. Le meilleur, c'est les ruptures. Quand t'as-tu déjà quitté quelqu'un? Moi, non. Non? Oh. Ouais, je me suis fait... Mais non, mais dans le fond, j'ai eu juste un chum avant mon long chum. Ah, c'est ça. Puis c'est lui qui t'a laissé. C'est lui qui m'a laissé. Quand tu quittes quelqu'un, c'est vrai qu'on dit que c'est difficile, là. Parce que là, tu fais comment je vais le faire? Comment... Moi, j'ai déjà fait mes stratégies, là. La première fois que j'ai quitté quelqu'un, OK, on va se redonner rendez-vous au Vanout. Puis sur Saint-Denis, qui n'existe plus, tu sais, Mont-Royal. Puis je m'étais dit, endroit public. Dire ça. Ouais, il y avait doucement en adulte, ça a mal viré. Elle me criait après. Oh my God. Ouais, puis ça... Tu l'avais-tu prévu, celle-là? Non. Ah ouais. Non. Je l'avais pas travaillé. J'aurais été pas pire un candidat pour The Rehearsal, mais c'est ça. Donc, oui, il y a des événements comme ça. Bref, The Rehearsal, c'est quand même super bon. Moi, en ce moment, je suis dans un retour. Souvent, tu as écouté How To with John Wilson? Non. OK, ben là, il faut que tu ailles là. Okay. Ça, c'est mon truc préféré. Parfait. Puis là, la 3e saison vient de commencer, puis c'est la même gang que The Rehearsal qui finance ce projet-là. Ouais. Cool. Ça, c'est, selon moi, le meilleure émission qui existe en ce moment. Ah, OK. Ouais. Ben, je vais aller voir ça. Puis là, il y a un épisode par semaine qui sort pour le restant de l'été, puis c'est vraiment fantastique. C'est très bizarre. Ben, des gens, ils aiment ou détestent. Moi, ma blonde est partie faire un concert ce soir. Ben, je vais l'écouter tout seul. Elle écoute ça, elle trouve ça trop aride. La voix du gars, elle l'aime pas. C'est style de documentaire un peu. OK. Drôle, triste. Ça va dans tous les sens. Okay. Ton jeu court, 20 minutes, l'épisode. Tu vas aimer ça, je pense. Regarde. How To with John Wilson sur Crave. À regarder. Et oui, t'avais d'autres choses. Ouais, OK. Une autre affaire, c'est un podcast qui s'appelle Transfert. Connais-tu ça? Nope. C'est un podcast français. Moi, j'ai découvert ça en pandémie et je suis fan. Je suis sûrement la plus grande fan de cette émission-là. Okay. C'est... le concept, c'est qu'à chaque épisode, il y a des épisodes de 15 minutes, des épisodes d'1 heure. Ça varie vraiment. Puis c'est une personne qui vient au micro raconter toute seule une histoire, un bout de sa vie. Puis ça peut être vraiment là, genre l'histoire la plus anecdotique au monde à l'histoire la plus profonde et comme les années pendant lesquelles je me suis fait agresser. Tu sais, des affaires vraiment intenses. OK, montagne russe, là. Des fois, il y a des trigger warnings là, avant les épisodes. Mais mettons, c'est ça, puis les gens, ils se livrent au micro d'une manière tellement vulnérable. Des fois, ils se mettent à pleurer en racontant leur histoire. Tu sais, t'as vraiment accès à comme un humain pendant... C'est-tu scripté quand ils parlent? T'as-tu l'impression qu'ils lisent quelque chose ou ils sont vraiment profondément eux-mêmes? Pour vrai, j'ai l'impression qu'ils lisent pas.
puis que c'est juste comme des Français qui sont super qui ont du beau vocabulaire. Ouais, c'est ça. Non, parce qu'il faut quand même le faire. Mettre un micro devant toi puis te livrer. Pas tous les gens qui peuvent faire ça. C'est ça, puis il n'y a pas d'intervieweur, il n'y a personne qui relance. C'est vraiment juste comme, des fois, mettons, tu sens qu'il y a peut-être une coupure parce que là, il y a une petite musique qui joue. Pause, ouais. Fait que là, il a essuyé ses larmes puis il a poursuivi l'émission. Okay. Mais c'est vraiment... moi, j'adore ça. Puis c'est ça, des fois, c'est rigolo aussi. Là. J'ai dit des exemples trash, mais des fois, c'est... quelqu'un m'a fait un coup au téléphone pendant une semaine puis je savais pas c'était qui. Puis, mais tu sais, il raconte vraiment en détail du début à la fin. Ça, c'est un peu drôle. Puis c'est... Mais j'adore ça. Fait que là, mettons, je m'en vais en voiture. Puis là, mon chemin, c'est, je sais pas, 25 minutes. Ben, je m'en vais checker s'il y a un épisode qui dure 25 minutes. Tu le mets puis ça va t'accompagner. Ah, j'adore ça. Puis là, tu vas te distraire en conduisant, tu vas avoir un accident. Voilà. Bon. Mais non. Là, je vais raconter ça à transfert. Exactement. La fois que... Cool. Transfert. Écoute, je vais aller regarder ça. Ça disponible évidemment partout, là. Toutes nos affaires de balado. Cool. Toutes nos affaires de balado. Yes. Super. T'avais-tu un dernier truc? Ah, peut-être je finirais avec, je vais me plugger. Ouais, peux-tu faire ça? En fait, quand les gens font des inscriptions, là, je dis, allez, donne-moi tes trucs. Qu'est-ce qui se passe prochainement? Je t'ai devancé. Vas-y. OK. Ben, l'affaire que j'ai faite récemment, qui a comme un peu passé, pas dans le beurre, mais disons, c'est allé sur Tout TV Extra. OK. Fait qu'il y a peu de gens qui ont comme vu ça passer. Mais ça s'appelle Les Chevaliers de la Lumière. Oui, mais je sais pas c'est quoi. C'est ça. OK. C'est sur Tout TV. OK. C'est une web série. Je pense 8 épisodes, genre. OK. Puis c'est un peu... comment je décrirais ça? Un peu genre Frère Cohen, tu sais, une affaire de comme... C'est drôle, mais il y a comme un meurtre. OK, ouais. Tu comprends? Il y a des malaises, ouais. tout ça. Une affaire de même. C'est qui a écrit, qui a réalisé? Écrit Raphaël Codbec. Je connais pas. Réalisé Patrice Ouimet. Je connais pas. Produit par KO TV. Je connais. Mais tout ça pour dire que ouais, non, mais c'est cool, donc c'est vraiment des... Il y a des grosses vedettes qui viennent faire des caméos, là, genre Guy Jodoin, Michael Gouin. Toi, c'est un caméo où t'es présente dans l'équipe. Ouais, on est comme 3 personnages principaux qui ont une quête. En fait, dans le fond, là, l'histoire, c'est que c'est une affaire de complot, de théorie du complot. OK. Puis on se fait ramasser, on crée une fausse théorie du complot, puis on se fait ramasser dans une affaire finalement de vrais complotistes. Guy Jodoin jouant un complotiste en chef. OK. C'est qui tes autres partenaires? C'est Louis Carrière puis Alexandre Nachi. Ouais. Cool. Fait que ouais, ça serait ma petite plug. Mais ça, un projet dont je suis fière puis que je suis comme, on dirait que ça a pas... Ah, mais c'est parce que ça va vite en ce moment. C'est ça. Tout va beaucoup. Vite. Tout va vite. Un album sort, les gens l'oublient 2 semaines après. Voilà. C'est difficile de rester le présent. Puis, écoute, des fois aussi, c'est rien. La pub, le marketing, ça fait partie aussi d'un projet. Si les gens ont décidé d'en mettre moins, puis comme il y a moins d'argent, oui. Mais on reste positif, puis on continue à faire ce qu'on aime. Voilà. Exact. Hey, merci d'être venu. Hey, ça fait plaisir. Puis on se refait ça. C'était full fun. Yes. Bye. Altiste, chambriste, mais pas seulement, Benjamin Rotta est aussi un entrepreneur. Il a fondé l'ensemble La Camerata en France, dont il est le directeur artistique et une compagnie d'opéra pour enfants. Benjamin parcourt l'Europe et une partie du monde en tournée avec différents orchestres et quatuors à cordes. Depuis son installation au Québec en 2017, il multiplie les rencontres avec des compositeurs et compositrices pour tenter d'élargir le répertoire pour alto. Fondateur du festival de l'Altofest à Montréal, Benjamin s'est entouré de fortes personnalités pour mettre en place ce bateau rempli d'idées et de belles choses à venir. Après ses débuts en violon en France, il bifurque à l'alto à l'âge de 21 ans pour parcourir le monde et faire carrière. L'alto a été sa plus grande révélation musicale. Chambriste et pédagogue passionné, ces 2 passions l'ont amené à enseigner dans plusieurs pays, dont l'Inde et le Maroc. Ce qui lui a fait considérer bien des aspects sur notre manière de percevoir le monde et la manière d'enseigner. Ces projets le mèneront cette année en Europe pour des concerts avec chœur et orchestre dont il prendra la direction et une entente pédagogique avec la plupart des conservatoires du Québec ainsi que différentes universités à Cuba, à Sao Paulo et au Brésil. Voici ma conversation avec l'altiste Benjamin Rotta.
Ok. Peut-être juste recentre un petit peu le micro. Voilà. On est bon. Attends une seconde. Merci. Voilà. Bon. Écoute, quand même, la question se porte. Je regardais ton nom, puis je t'ai toujours appelé Benjamin, mais c'est-tu Benjamin? Non, c'est Benjamin. J'ai mis un Y pour la prononciation quand je travaillais au Maroc et en Inde, dans certaines cultures. T'es-tu sérieux? C'est vraiment la raison? Oui. OK. Et en fait, mes élèves ne prononcent pas la lettre J. Dans certaines langues, la lettre J, c'est I. OK. Et il y a que en France où on le prononce comme ça. Et donc, à un moment, je leur ai dit, appelez-moi Benjamin. Benjamin. Et puis c'est resté, voilà. OK. Mais sur mes papiers d'identité, c'est Benjamin. Avec un J. Avec un J, ouais. Et t'as fait une petite modification personnelle. Exactement. Pourquoi pas? Ben alors, écoute, je suis content d'avoir demandé, donc c'est pertinent. Oui, c'est complètement, oui. Qu'est-ce qu'il en était? Alors, d'ailleurs, là, les gens embarquent dans l'émission puis ils viennent d'entendre une magnifique intro dans laquelle je parle de ta carrière, puis qu'on va quand même mentionner que les deux, on pratique beaucoup de choses similaires, entre autres l'instrument qu'on joue, que l'on joue. Bel instrument du monde. Ah oui, et la raison pour laquelle tu viens, c'est que bon, il y a un truc, un événement maintenant qui existe depuis. On rentre dans la 2e ou 3e édition, je suis un peu mêlé là-dessus. Alors on a fait la première édition il y a 1 an tout pile. Ouais. Et puis c'est une biennale en fait. Les éditions de l'Altofest, c'est à tous les 2 ans. Oui, donc appelons-le, tout d'abord nommons-le, c'est l'Altofest dont il est question, dans lequel peux-tu me parler un peu de la genèse de cet événement-là? Comment t'es arrivé à l'idée de partir ça? C'était une idée parmi tant d'autres. Et puis on a fait quand je suis arrivé ici au Québec en 2017, il y avait les journées de l'Alto qui étaient tenues par Yuta et Jocelyne. Et puis la pandémie est venue mettre un coup de balai à tout ça. Absolument. Et j'ai décidé de reprendre les suites des journées de l'Alto, mais en faisant quelque chose d'un peu plus festif, moins académique. Pas forcément quelque chose de mieux, là, mais quelque chose qui pouvait... Mais ça le dit quand même quand tu dis festival. Oui. Quelque chose dans lequel il y a événementiel. Voilà. Plutôt que de consacrer une journée entière à dire, bon, là, il y aura de l'Alto maintenant, alors que tu disperses un peu les activités au courant de l'année. Exactement. Donc, on veut garder, en fait, les ateliers qu'il y avait. OK. Et puis, surtout, mettre en avant la musique de chambre, puis les altistes. Évidemment. Les altistes acteurs, les grands altistes, faut le dire. Donc, je suis allé voir Vincent Delorme, l'altiste du Quatuor Andara. Et super chambriste. Je suis allé le voir il y a 2 ans et demi, en lui disant il faut qu'on monte quelque chose. Puis on a parlé de ça, puis on se voyait à peu près tous les mois, on jasait, puis l'idée avec nos jasettes prenait de la forme. On est allé voir Thierry Lavoie la douceur aussi pour lui dire viens taffer avec nous. Et puis Brian Roy aussi, quelqu'un qui est spécialiste, qui est altiste amateur. Ouais, c'est ça, je le connais pas lui. Non, mais il fait tout le marketing et le branding de l'Altofest. OK. Donc je suis allé chercher des gens qui savent faire ce que je ne sais pas faire. OK. Donc c'est vraiment ce qui me Est-ce que tu parles dans l'organisation, dans le marketing, des trucs comme un peu de la sorte? Dans le marketing, dans l'organisation administrative, parce que moi je suis un vrai bordélique. OK. Moi j'ai juste non, ça s'apprend, hein, ces trucs-là, c'est pas inné. Ouais, non, mais j'ai voulu apprendre et puis ça passe pas. OK. Il doit y avoir un filtre trop court là. Et donc voilà, moi j'ai les grandes idées, j'ai les grandes lignes. Ouais. Et puis avec mes chums là, on travaille de concert pour ça. Bon, c'est super. Puis et là, disons que cette année particulièrement, je pense que vous avez même plus d'activités qu'auparavant, si je peux dire ainsi. Bon, ça part pas mal. Alors il y a les Altofest Off. Oui. C'est-à-dire je me suis donné moi la mission de faire tous les conservatoires du Québec dans les 2 prochaines années. OK. Pour aller travailler avec des artistes là-bas. Et là on a fait le premier Altofest Off avec Wilhelm Magner à l'université de Montréal. OK.
Et au mois de mai, là, je fais le 2e Alto Festoff au Conservatoire de Québec le 30 septembre. OK. Mais d'ailleurs, parlons-en de le premier. Est-ce que c'est le premier événement qui... Non, ça c'est le deuxième événement. OK, parfait. De la branche Alto Festoff. OK. Et on va faire je vais jouer avec une bande de chums du Conservatoire de Québec. Le premier sextuor de Brahms sur boyau. Sur boyau? Ouais. Okay. En fait, c'est mon triple boyau, là. Ouais, parlons-en. Pourquoi aller prendre du Brahms et pourquoi lui imposer du boyau? Alors que, tu sais, si on est honnête, dans la pratique commune, aujourd'hui, c'est pas ces cordes qu'on utilise. Aujourd'hui, même que ça fait de nombreuses années que c'est perpétué à travers les enregistrements, à travers les artistes qu'on aime, qu'on suit, les cordes de boyau sont extrêmement associées au répertoire baroque, voire classique par moment, romantique moins. Mais il y a quand même une pratique tranquillement qui commence à apparaître. Tu sais, justement, il y a des orchestres. Il y a un orchestre, non, à Montréal, qui se spécialise un peu là-dedans, qui font des grandes pièces sur cordes de boyau. Arion baroque. Il y a Rion, non, mais pas baroque. Non, Daniel Constantino, je crois qu'il y a un ensemble dans lequel, genre, il fait des folies, genre, jouer du Wagner avec des cordes de boyau, genre, des trucs comme ça, là. C'est assez fou, ouais. Ben, peux-tu m'expliquer le trip de ça? Ben, alors, oui. Moi, le trip, je viens de la France. Genre, avec mon accent exotique, je pense que t'as dû entendre ça. Ouais, j'ai pu comprendre. Et en France, j'étais surnuméraire à l'orchestre Les Siècles. On faisait tout sur boyau, mais absolument tout sur boyau. Ils ont même fait récemment, ils ont fait le Sacre du Printemps sur boyau. C'est assez fou. Wow. Et est-ce que les autres instruments sont baroques aussi? Pas baroque, mais sur d'époque, ouais, avec des euphoniums, des Sousa, enfin c'est assez fou. Il y a une recherche historique, ouais, quand même, là. Avec François-Xavier Roth, c'est malade. Donc j'ai été pendant 5 ans surnuméraire dans son orchestre et j'ai adoré ça. C'était un truc de fou, vraiment. Et j'ai même appris à faire du tango sur du boyau. Ah ouais. Ça sonne tellement différemment. C'est pas mieux, mais c'est tellement une autre approche. Et puis quand je suis arrivé ici, j'ai repris des études et puis j'ai rencontré les Cobalt, avec qui j'ai joué pendant 4 années. Et les Cobalt étaient très très axés là-dessus. Donc j'ai une pratique, ben en fait, ils mélangent aussi, là. Ils mélangent les deux sets de cordes. Ouais. Cordes modernes, cordes de boyau, dépendamment du répertoire. Ouais, on a fait ça, puis je les ai quittés il y a 2 ans, puis le dernier concert que j'ai fait avec eux, on a fait on a commencé avec une pièce de Jacquet de la Guerre, puis on est arrivé jusqu'au tango de Piazzolla, tout ça sur sur boyau. Ah oui. Wow. Et j'aimerais en fait un peu tordre l'idée quand on pense boyau, on dit baroque. Alors que la pratique du boyau, c'était jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'en 1920, il y avait encore beaucoup de boyaux dans les instruments. Et moi, c'est ce que j'aime. Vraiment. Et je suis pas baroqueux, mais je suis plutôt porté sur le boyau. Et on part avec ma bande de chums là à Québec, sur une intégrale des sextuors et quintettes de Brahms sur boyau. Très cool. Et on joue à 4:30 et puis je me dis ça peut être une bonne expérience. Je pense que ça va marcher parce qu'on est vraiment les gens ont accroché cette idée. Et donc l'idée me vient de là parce que quand on dit boyau, on pense baroque, mais au Québec très peu de choses ont été faites en moderne, répertoire moderne et romantique sur boyau. Ouais. J'ai envie d'entrer dans cette faille. OK. Ouais. Regarde, mais c'est super faux. C'est cool de trouver un truc qui nous passionne puis justement tu sais, ça reste du son après tout, là, tout ça. Donc, il faut trouver une façon que le son nous plaît puis qu'on a envie de le partager puis d'avoir une couleur originale. Puis c'est ça, ben, voilà. Exactement. T'sais. Donc, ça, c'est le premier. Il y a l'événement du 30 septembre. Oui. Qui aura lieu à Québec, au Conservatoire. Au Conservatoire de Québec. Parfait. À 19h avec de la bonne bière. OK. Parce que c'est le but de l'Alto Fest, en fait, c'est de se rencontrer, de discuter, après. Ouais. Tout ça. De boire de la bière locale, de la brasserie du Gambrinus de Trois-Rivières. OK, cool. Et puis, des fois, on fait de la bouffe aussi. On fait de la bonne bouffe. Donc, en fait, les concerts les événements de l'Alto Fest, ça se veut festif et à taille humaine. On veut pas faire ça dans des grandes salles où les choses nous échappent. On veut vraiment briser la glace entre les artistes et le public. Super. Excellent. Donc ça, c'est un des événements qui va être à pas manquer. En plus, pour nos amis qui sont à Québec. Est-ce qu'on peut passer à travers toute l'année ensemble, parler des événements? Parce que tu as lancé les événements. Donc on peut tous les nommer. On en a tous parlé, ça a été officiel la semaine dernière. Alors, parfait. C'est pour ça que je voulais. Plongeons. Continuons. Prochain événement.
Alors, le prochain événement, c'est Swipe ton altiste. C'est Thierry Lavoie la douceur qui a eu cette superbe idée de faire un peu, de jouer ça sur les réseaux sociaux. On a invité, il y a 4 grands événements, puis on a invité 7 acteurs principaux au Québec en alto, dont toi. Et en fait, tu choisis ton altiste. Tu vas aller dater des altistes en partenariat avec la fondation Kin Music qui est vers la place des Arts. Oui, pas de problème. Et donc ça commence le 8 octobre avec là. Je l'ai plus, je pense que tu peux l'avoir. Je peux essayer d'aller te le trouver sans problème sur l'Alto C'est avec Fest. Vincent Delorme, ça y est, je l'ai. Ah, ok, c'est avec Vincent Delorme, notre directeur artistique. Parfait. Qui va créer une pièce pour alto solo que Simon Alamy lui a écrit. Donc ça a été une commande passée par l'Alto Fest. Parfait. Et là, c'est la salle de Kin Music a à peu près 60 places, il y a déjà plus de la moitié des places vendues pour le premier concert. Très cool, oui. Donc, dans ce cas-ci, ça disait que, c'est ça, impressionniste, jazz et création mondiale d'une sonate pour alto et piano aux influences afro-cubaines. Puis le tout en formule duo, quatuor et quintet. Je présume que son quatuor va être présent. Ça sera les Andara, ouais. Excellent. Ils sont des habitués de l'Alto Fest. Super. Donc ça c'est le premier événement. Le deuxième événement, ça sera Elvira. Nispakova, l'alto solo de l'OM. Oui. Qui a accepté de jouer, pour nous. Donc ça va être une formule récitale, un peu plus classique. Oui. Et ensuite, le troisième événement... mais dans lequel on pourrait le décrire aussi, parce que ça parle de destin tragique. Shakespeare en musique pour alto et piano. Il y a Megan Milatz qui est là. Et quand même, fait intéressant, il y aura performance de poésie par sa fille, qui se représente, qui lira certains poèmes, je présume, de Shakespeare, qui est en relation, donc dans la thématique. Alors ça, c'est vraiment... ça, c'est quand même chouette. Oui. Ça risque d'être un bel événement. Et après, on a le troisième événement. Ça, excusez, est-ce que j'ai oublié de nommer la date? C'était à quelle date, Elvira? Elvira, j'ai pas les dates en tête, je pense. Oui, je m'en occupe allègrement. Je vais toutes les annoncer de toute façon vers la fin quand je l'aurai. Dans le cas de Elvira, c'est le 5 novembre à 16h. Alors voilà. Alors, vous pouvez aller voir ça. L'autre programme qui est amusant, c'est dans lequel je suis, qui s'appelle Power Quartet. Et ça, c'est toi qui m'as approché d'ailleurs pour ce projet-là. Je trouvais ça assez intéressant. Qui aura lieu, en fait, le 18 février, qui est un peu pour une occasion, c'est proche de la Saint-Valentin, donc il y a un peu cette idée qui vient en arrière. Puis là, cette fois-ci, on aura 4 altos ensemble qui joueront. Il y aura Yuta Pugmaher qui est là, Jocelyne Bastien, Victor Fournier-Blin qui est l'alto solo de l'Orchestre Symphonique de Montréal, et moi, je serai présent. Et écoute, pour être franc, je me rappelle pas encore par cœur, c'est quoi qu'est-ce qu'on va jouer exactement? Oh là là, exactement. Je sais qu'il y aura la chaconne de bar, jouée par 4 altistes et puis transcrite par un japonais. C'est absolument superbe. Il y aura une de mes pièces aussi. Ah, t'écris? Ouais, je suis compositeur. Depuis quand? Oh là là, ça fait 20 ans. J'ai écrit une 50aine de pièces pour alto solo. Édité aussi chez Biodo en France. Je fais ma pub. Ok. Tu fais et l'écriture, est-ce que c'est quelque chose que tu as étudié ou c'est quelque chose parce qu'il y en a beaucoup des musiciens praticiens comme toi et moi qui vont apprendre sur le tas en lisant des livres puis en maniant l'instrument puis en s'y donnant, ou t'as eu quelqu'un qui t'a apporté un certain savoir? J'ai pris des cours de direction avec Alain Louvier au Conservatoire de Paris, et j'ai eu la chance aussi de pouvoir parler à beaucoup de compositeurs quand j'étais au Maroc, donc Armen Essiad, Gabriel Yared en France, et puis plus récemment un peu plus poussé dans l'écriture, Pierre Boulez. Ouais. J'ai vécu 10 ans à Paris, donc j'ai eu la chance de rencontrer tous ces Vraiment? T'as rencontré Boulez? Ouais. Non. Oui, c'était sur la fin de sa vie, là, mais c'était, son écriture m'a très peu influencé, mais rencontrer le bonhomme, c'est quelque chose. Ah ouais? Oui. Il était un personnage? Il était caractériel un peu? Charismatique, caractériel, et puis c'était un peu le monsieur culture de la France. Oui, c'est certain. C'est certain que, et puis pour ses œuvres, pour ce qui est de ses œuvres,
Bah, moi non plus, je suis pas le plus grand fan de tout ce qu'il fait, évidemment, mais tu sais, comme personnage musical, c'est très important, il a poussé un certain répertoire. Ouais. Mais son livre, pour Quatuor à cordes, là, est super. Oui. C'est fou. Mais c'est pas facile. Mais oui, pour en revenir au Power Quartet, là, il y aura une de mes pièces, une pièce de bar, il y aura des pièces plus classiques. Et on a fait la lecture avec mes comparses de l'Alto Fest. Il y aura bien 45 minutes de musique très abordable. Ben oui. Et pour pouvoir justement dater ces 4 altistes là. Ben oui, non, c'est super. En plus, comme tu dis, c'est le but quand même au bout de tout ça, c'est de connaître du nouveau répertoire, tu sais, puis d'avoir du plaisir avec ça, là, tu sais. Donc ça, c'est un des événements. Puis finalement, il y en a un dernier événement avec Scott Chansey. Moi, Scott, je suis content qu'il soit présent parce que c'est un copain, c'est un collègue d'université, on a étudié ensemble et tout ça, et maintenant, là, il vient tout juste de se joindre à l'Orchestre Symphonique de Montréal. Puis pour l'occasion, ça s'appelle Schubert et les oiseaux. Donc, ça va être un concert prétanier de sonates et de lieder pour alto et piano qui sera accompagné de Jean Desmarais. Et il va y avoir aussi de la poésie. On sait pas qui va citer cette poésie. Ça m'intrigue quand même un peu. Mais c'est un altiste formidable. Puis et je trouve ça cool qu'il soit présent parce que mine de rien, Scott fait beaucoup d'orchestre. Hein. C'est quand même pas mal ça son premier truc. Puis c'est le fun d'entendre des gens en dehors de leur contexte professionnel faire autre chose. T'sais. Dans ce cas-ci, moi je pense que ça va être un bon concert à voir. Puis ça va être le dimanche 19 mai à 16h l'après-midi, juste avant le souper. C'est vraiment des beaux concerts, des concerts apéro. Oui, c'est exactement ça. Il y aura de la bière, il y aura de la bouffe, de la poésie. Puis là, pour le coup, Scott, on l'a invité parce qu'il est direct conseiller artistique dans l'Alto Fest. Ok. Donc j'ai embarqué tout de suite dans mon idée. Ben oui. Puis je joue souvent à l'orchestre avec lui, dans des orchestres AGFN Productions. Oui, c'est ça, il joue parce qu'il il fait pas juste l'Orchestre Symphonique de Montréal, il fait des tonnes de trucs. Non, Il est membre aussi de Collectif 9. Collectif 9, ouais. C'est un super ensemble que j'aime beaucoup. Et puis ce que j'aime beaucoup avec Scott, c'est qu'il a vraiment le jeu nord-américain là qui est beau, qui est propre, qui est intense. Ouais. Et puis Scott, c'est un ami, donc on a voulu l'inviter aussi. Puis le concert qu'il fait avec son pianiste, ça fait un peu en miroir avec Elvira, donc il va y avoir un premier sur les quatre concerts. Oui. Il y a 2 concerts un peu déjantés là, avec le premier avec Vincent Delorme et Simon Alamy et le Leandara. Oui. Le Power Quartet, et puis entre ces deux-là, on a 2 concerts un peu plus classiques qui vont montrer vraiment l'alto à sa juste valeur, c'est-à-dire chanter. Ouais. Et au tonal et tout ce que j'aime dans cet instrument. Je suis un peu curieux de savoir pourquoi là je sors du festival. Est-ce qu'on a nommé tous les faits importants? Oui, les faits qui arrivent dans l'année. Excellent. Moi, je suis curieux un peu de savoir comment. Je connais pas la raison pour laquelle t'es venu au Québec. Ça, je suis un peu curieux. J'adore ces histoires maintenant parce que tu sais quand même t'as joué avec les siècles. T'avais des trucs qui se passaient en Europe qui avaient l'air de bien se dérouler. Et des fois, on sait pourquoi quelqu'un se déracine pour venir justement ici en territoire des Amériques, essayer quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Je suis venu par amour. Okay. Je suis venu retrouver ma moitié qui vivait ici déjà. Ok. Et puis en France, j'ai eu une belle carrière. J'étais intermittent du spectacle. Ok. Je pigeais dans pas mal d'orchestres. Puis à un moment, tout s'est arrêté parce que des fois la chose tourne. Et après, j'ai été professeur au conservatoire. Ok. Pendant 2 ans. J'ai fait 10 000 trucs, c'était fantastique. Et puis je suis arrivé au Québec. Toi, t'habitais à Paris? Oui, j'habitais à Paris. T'habitais à Paris. Mais j'ai habité à Paris à plus ou moins mi-temps. Après, je suis retourné en Franche-Comté, de là d'où je viens, vers la Suisse. Ok. Et puis je suis arrivé ici en août 2017. Ok. Où j'ai intégré la classe de Utah en maîtrise. Donc je me suis spécialisé en alto là. Oui. Et puis après, voilà. Il y a tellement de choses à faire au Québec, c'est fantastique. Oui, puis c'est très varié. Calavine, je le nomme et je le dis, je le cite souvent ici au micro. La vie de musicien, il faut accepter de faire des tonnes de choses. Justement, un peu comme tu fais. Là. Je sais que tu enseignes beaucoup. Oui. On partage ça. Jouer dans des orchestres, jouer dans des trucs de musique de genre, partir au festival, Il faut être très entrepreneur et actif.
pour s'en sortir. Et je pense que ça s'applique aussi pour un paquet de formes d'art. Il y en a juste quelques élus qui vont juste faire une seule branche de l'activité musicale ou une seule branche de l'activité de cinéma et de théâtre et tout ça. Mais généralement, ça ressemble plus au modèle qu'on présente ce matin. Ouais. Il faut être proactif. Après, c'est un peu fatigant parce que très souvent le matin, je me lève à 5 heures là pour appeler la France parce que je suis pas mal producteur en France. Okay. Là, j'ai un ensemble et là, je prépare des tournées sur 24-25. Et c'est pas des trucs au Carnegie Hall ou à la Philharmonie de Paris, mais c'est vraiment ce qui m'allume. Et puis il faut garder cette forme, forme faut continuer d'épandre la culture, sinon les gens vont mourir. Ouais. Bah, j'ai vraiment ça comme mission, en tout cas. C'est un peu angoissant souvent. Ouais. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Je suis content. Donc tu voyages beaucoup encore, tu retournes là-bas. J'ai cette chance de pouvoir beaucoup voyager. J'en profite parce que je suis encore jeune. Ouais. Je suis jeune pour les vieux et vieux pour les jeunes, donc j'en profite d'avoir encore la sève. Et puis avec tout ce que je fais, des fois je me dis je me verrais bien faire peut-être un peu moins de ça, puis plus de ça, plus en production, plus. Ouais. Je comprends. Donc pour le moment, je lance 10 000 projets. Et puis sur les 10 000, il y en a 4 qui vont marcher. Ouais. Puis sur ces 4-là, est-ce que tu prends le chemin des auditions? C'est-tu des choses qui te tentent? Non, j'en ai fait 40 en Europe, là. Ça va aller. C'est pas... Le système de recrutement me paraît complètement obsolète. Ouais. C'est pas évident. C'est très difficile. Pourtant, je regarde encore tout le temps les auditions qu'il y a, puis quand je vois les traits d'orchestre, je me fais Don Juan de Strauss, laisse tomber. Ça m'intéresse pas. Puis c'est parce que c'est pas juste ça, c'est qu'une fois que les traits sortent, comme tu dis, ça va donner tes compagnons pour les 2-3 prochains mois, puis il va falloir que tu les aimes. Ah là là, ouais. Puis il faut que tu les cajoles, que tu pratiques, puis que tu les... Non, puis que tu leur donnes comment je peux dire? Non, mais faut que tu les aimes, c'est ça. C'est déjà, tu regardes la liste de traits, tu grinces des dents, t'es comme, mais à la limite, t'es mieux de faire autre chose. Ouais. Parce que ça va être douloureux. Je sais que le répertoire pour alto solo m'excite beaucoup plus que le répertoire pour alto toutiste. Parce que le répertoire est le plus accessible. Ça veut pas dire que je serai un excellent alto solo, pas du tout. Mais les 2 seules auditions que j'ai réussies en Europe et au Maroc, c'était des répertoires d'alto solo. Il y avait, en premier tour, il y avait pas de concerto. C'était une sonate de Schubert. Ouais, il y a certains orchestres qui font ça. Ouais, il y avait surtout en Europe. Ouais, la sonate de Shostakovich, le 2e mouvement. Wow. Et puis, des traits d'orchestre qui sortent jamais. Enfin, je veux dire, des trucs pas connus. Genre, Gisèle. Des traits d'orchestre. Ouais. Mais des fois, ils font, c'est vrai, ils font ça pour les chaises titres. C'est intéressant, il y a différents orchestres qui agissent de plusieurs façons. L'orchestre de chambre d'Australie, eux autres, font rire, tu viens, tu joues une semaine en concert avec eux, c'est un programme, puis à la fin, c'est ton audition. Ouais, mais ça, là, c'est bien. Puis là, tu joues un truc. Oui, mais moi, je trouve ça super. Mais c'est super, là, encore, je me suis ramassé il y a pas longtemps à une audition d'un orchestre régional. Il me voulait absolument, et puis, j'ai pas passé un tour. Puis en fin de compte, je leur ai dit, mais pourquoi passer une audition puis casser le travail qui a été fait? Puis voilà, je trouve ça un peu obsolète. Mais après, c'est donner la chance à tout le monde, c'est donner parce que c'est vrai aussi que pour la relève, il y a des jeunes qui doivent arriver, qui veulent faire leur place, puis des fois c'est une des bonnes façons, l'égalité, la parité. Il y a tout ça aussi qui sont des bonnes raisons aussi d'avoir des auditions de la sorte à l'aveugle. Je suis quand même pas contre. Je trouve que c'est bien. Mais c'est certain que par rapport à l'autre monde professionnel où est-ce que c'est des entrevues face à face puis qu'on évalue les compétences de quelqu'un, ben là c'est très confrontant. En fait, la plupart des gens dans ce monde, je dirais 99.9 vivraient le type d'audition qu'on fait et se mettraient à capoter, changer de métier là. Trop difficile. Ouais, moi je sais que par expérience là, je suis un meilleur chambriste. J'ai été les 2 seules fois où j'ai été en contrat dans un orchestre, je suis parti parce que je savais que j'allais m'emmerder. Et c'est vrai que la plupart de mes chums avec qui j'étais au Conservatoire de Paris, qui sont en poste depuis des années, tous les 3-4 ans, même en Amérique du Nord, ils changent d'orchestre.
Ouais, souvent, ils changent. Non, mais ça, c'est vrai. Parce que j'ai plusieurs amis qui font ça. Ils font ça pendant 4-5 ans. Après, ils font, puis quand les moyens, quand ils ont les moyens, là, de réauditionner. Oui. Alors ça, oui, c'est des bêtes d'orchestre. C'est des bêtes d'orchestre, ils connaissent les traits, puis ils connaissent la game, comme on dit. Puis là, après, ils partent, puis ils vont, je déménage. Et ça, c'est super. Ça, c'est cool. Super. Mais moi, j'ai pas cette, non, c'est une rigueur, je supporte pas cette charge mentale. Moi, la charge mentale, je me la mets ailleurs, mais, ouais, c'est ça. C'est surtout l'Alto Fest, il faut trouver du financement, il faut. Ouais, là, c'est compliqué, là. Il faut avoir ça. Organiser des événements, c'est compliqué. C'est comme, justement, des demandes de bourse, des demandes de trouver des gens au privé, tout ça, mais au bout, ce qui est fun, il y a une grande satisfaction, quelque chose de personnel qui sort de ça, tu sais. Il y a il y a un lien avec d'autres humains qui se créent. Mais surtout travailler avec des gens qui sont fantastiques, là. C'est ça. L'ambiance qu'on a, l'ambiance et puis les chums qu'on a, il y a Vincent, il y a Thierry, Brian, il y a Marie-Lou aussi, Marie-Lou Lepage. Marie-Lou Lepage est là-dessus aussi. Elle est aussi sur notre site. Ok, cool. C'est la touche féminine de l'Alto Fest. Toujours avec son grand sourire, là. On a vraiment une bonne gang. Ben oui. Et c'est super. C'est super parce que on a chacun notre place. Et puis, il y a tellement de choses que je sais pas faire. Donc, j'apprends avec ces gens-là. C'est très cool. C'est très, très, très cool. Écoute, c'est ça qu'aujourd'hui, on parlait un peu de toi, de l'Alto Fest. Est-ce que tu as préparé une petite prescription dans ton cœur à partager aujourd'hui? Non, je savais pas que je devais en préparer. Non, c'est pas obligé. Non, en fait, c'est même pas obligé. C'est des suggestions. C'est souvent quand je reçois, je demande aux gens, tu sais, peut-être 3 ou 4 œuvres. Et quand je dis œuvre, c'est large. Ça peut être livre, ça peut être film, ça peut être un disque, un album, un resto, ça peut être un restaurant, ça peut être une app, ça peut être quelque chose à tendance artistique qui te fait triper, vibrer, que tu souhaiterais en fait que tout le monde se précipite là-dessus. Oui, mais alors j'en ai, je peux en avoir 10, mais 3 c'est bien. Ouais, 3 c'est bon. Ouais. Alors les concertos de Mozart par Isabelle Faust et Il Giardino Armonico. OK. De Fabio Biondi. C'est quand même une sacrée violoniste. Elle là. J'ai écouté ça l'an dernier. Je me suis biberonné à ça. Je pense que je suis plus capable de les écouter tellement. Ouais, des fois ça fait ça quand on écoute un disque comme un peu trop loin. Ah mais moi c'est ça là. Ouais. Il y a donc j'ai écouté ça en long, en large, en travers. C'était fantastique. Je dois aussi avouer que j'ai beaucoup écouté Iridescence. En long, en large, en travers. T'es très gentil. Non, mais le hasard fait bien les choses. J'ai adoré. Parce que alto contrebasse, faut le faire. Ça n'a jamais été fait. Non, puis déjà, on est en train de travailler pour une suite. On regarde pour d'autres. Il existe du répertoire étranger, même un concerto. Il y a même un concerto. Il y a toutes sortes de trucs, puis on essaie peut-être même, on pense peut-être même, avec mon collègue Ali Kian Yazdanfar, de faire des demandes de bourse pour des commandes d'œuvres aussi. Parce que c'est quelque chose c'est un registre qui est intéressant, c'est nouveau, c'est super confrontant pour l'alto, en tout cas, parce que là, t'as vraiment une voix solistique, ça pardonne pas, c'est super difficile pour l'intonation, c'est impardonnable. Moi, j'ai adoré ça, ça m'a sorti de ma zone de confort, pis c'est ça que je voulais. Mm-hmm. Mais j'ai assez aimé ça pour vouloir, parce que les deux, on a assez aimé ça pour pouvoir replonger dedans, puis on passe à une série de concerts, tout ça, mais faut faire un disque de projet de même, t'aimerais ça, faire des trucs de, justement, tes œuvres. En fait, tu vas enregistrer des trucs. Oui, alors tout doit être tellement parfait dans les enregistrements. J'ai un projet de CD parce que j'ai la quarantaine puis j'aimerais un peu boucler la boucle. Ouais, c'est ça. Mais pas tout seul. J'ai un projet avec en duo. OK. Mais ça ça va se faire dans les 2 ans. OK, chouette. Donc voilà. Et donc ça c'était la 2e prescription. C'était oui, excuse-moi. On déroge. La 3e c'est encore une artiste québécoise là qui a enregistré les 24 caprices de Paganini sur boyau, Laura Andreani. Oui, c'est vrai, elle a fait ça puis c'était assez original. Je me suis pas mis à l'écouter, c'est bien. T'écoutes ça puis tu prends des cours. C'est juste un cours magistral sur comment jouer ça à cette époque. Surtout sur ces est-ce que c'était prêt? Oui, c'était encore de boyau quand tout est en boyau, l'archet est d'origine. Wow. Et ça a été enregistré pendant la pandémie à la chapelle Kenogami. Ce qui est parfait, elle était seule. Elle peut pas mettre personne à risque. Donc c'est fantastique. Moi je suis les bras m'en sont tombés. Mais là tu vois, Paganini, là on parle de Brahms, est-ce que
et de cordes de boyau. Est-ce qu'il y a un artiste, un compositeur que tu souhaiterais aborder avec ces cordes-là qui n'a pas été encore fait selon toi? Ou même, je sais, un compositeur, ça peut être aussi juste une œuvre ou quelque chose en particulier. Ouais, j'ai un projet où j'ai contacté 15 compositeurs et compositrices pour me passer des œuvres, me composer des pièces en co-création. Et puis j'ai 2 compositeurs, j'aurais demandé de m'écrire une pièce pour alto boyau, sur du boyau. Et on n'est pas arrivé au bout de l'idée encore. On y travaille. Donc une création. Ouais, la création sur du boyau, ça paraît un peu fou en fait. Gareth Knox, c'est son nom. C'est un altiste européen. Garth Knox, oui. Ouais, lui, il fait toutes sortes de trucs avec boyau ou des altos à 60 cordes puis des 75 cordes. C'est ça, il est capable de faire n'importe. Lui, il participe énormément au développement de tout ça. Moi, il était venu à Montréal quand j'étais étudiant. Il était venu faire une classe de maths dans laquelle il avait mené du répertoire dont je n'avais aucune idée de l'existence. Ça, c'est le fun. Ouais. Garth Knox, je le connais bien. On avait travaillé ensemble à Paris. Ouais, c'est fou. En fait, il y aurait tellement de choses à faire. Mais là, j'ai un peu mis ça de côté, ce projet avec les compositeurs, parce que faut que je gère ma carrière, l'Altofest, et et tes 2 chiens Mira. Ouais, les 2 chiens Mira, ils sont les 2 déclassés, donc là, j'en ai plus qu'un. Donc, ah, t'es sérieux? Ouais. C'est très difficile. C'est très difficile d'accomplir ce qu'ils veulent, la Mira. Ouais, on l'a fait là. Puis la première chienne qu'on a, elle était issue de la portée des opéras. Ok. Donc elle s'appelle Valkyrie, tu vois. Un chien d'un musicien s'appelle Valkyrie. Il y a rien d'extraordinaire. Et puis donc voilà, je m'occupe de tout ça. Puis je t'avoue que la pédagogie aussi, c'est passionnant. Oui. Et comme toi là, tu sais, t'aimes. Ouais, puis c'est pas juste donner un cours, c'est un accompagnement, c'est un soutien moral. Complètement. Tu sais, moi je garde un grand contact avec pas mal tous mes étudiants. Et on essaie de se rencontrer une fois par année. On fait une petite soirée justement, prendre des nouvelles. Puis c'est des liens forts qui se tissent quand tu pars. Tu sais, à McGill, moi l'enseignement c'est 4 ans, un bac. Je passe 4 ans à les voir toutes les semaines, puis aller en détail à scruter chaque petite partie de leur corps pour qu'ils soient à l'aise bien sur leur instrument. À l'UQAM ici c'est 3 ans, mais c'est un peu comme le psychologue. Je veux dire, tu vois, chez le psychologue, il y a un lien étrange qui s'établit. Tu les vois chaque semaine, pas pour tout le monde, mais il y en a qui vont voir leur psy toutes les semaines. Donc, là, il y a une intimité qui se passe. Là. Puis nous, c'est une intimité musicale, mais aussi personnelle. Des fois, l'étudiant va bien, des fois, il va pas bien. Et là, non, c'est ça. Faut aimer le personnel, faut aimer l'accompagnement, faut aimer accompagner quelqu'un dans son évolution, dans son changement, parce que la personne va, en tout cas, si t'es un bon prof, l'étudiant va se transformer, va donner une autre personne à la fin de tout ça. Là, tu sais. Mais c'est hyper violent comme métier. Quand j'étais prof en France, là, j'ai gardé contact avec plein de mes anciens élèves aussi, puis je vois l'évolution qu'il y a. Et waouh, je me rends compte avec l'âge de l'impact qu'on peut avoir sur des gens. Oui, immense. Et c'est et moi-même je converse encore avec mes anciens profs qui ont 60, 70 voire 80. Oui. Et c'est fou. C'est fou, ouais, ouais, puis c'est inspirant, puis même moi, tu vois, je reste en contact avec mes propres profs qui sont ceux qui m'ont enseigné, là. Donc, tu sais, c'est un peu puis c'est le fameux donner au suivant, là, tu sais. Après, je trouve ça important d'apporter d'amener tes connaissances ailleurs, puis souvent en enseignant, tu changes aussi tes idées, tes avis, parce que tu découvres des nouvelles choses par le contact d'un autre musicien, donc, etc. Mais dans nos grandes occupations, écoute, merci d'être passé. Je suis content qu'on ait passé à la loupe un peu cet Altofest, cette belle édition, et j'invite tout le monde, s'il vous plaît, à vous abonner. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux sur Altofest sur Facebook, principalement. Instagram peut-être aussi. Il y a Instagram un Instagram aussi, vous pouvez vous inscrire. Et puis on a créé la communauté des altistes du Québec. OK. Faut y aller là, genre on est 60 déjà pour le moment. Qui est sur les réseaux sociaux aussi. Qui est sur Facebook. Est-ce qu'il y a un site officiel sinon? Non, c'est surtout sur les réseaux sociaux. C'est sûr qu'on va trouver toutes les informations. Et puis sinon, écoutez, vous pouvez même envoyer un petit email à Benjamin Rota pour savoir, pour avoir plus de détails. Et s'il vous plaît, allez voir des concerts, c'est le fun. C'est une cool communauté. C'est un joli son.
l'alto. Alors voilà. Merci beaucoup. Merci Fred. À plus. Salut. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.